grande chaleur. Je sais pas, comme je sais qu'en France, la température a été moins heureuse, d'après ce que j'ai compris. Mais ici, on a un super bel été au Québec, sans vouloir insulter ou déranger ou perturber l'équipe de chacun. On a un bel été, donc on ne peut pas se plaindre. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est de l'ombre à la lumière. C'est une conférence qui a pour objectif d'entamer une réflexion, parce que mon objectif à moi, ce n'est pas de vous dire quoi faire ou qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais d'amener des réflexions. Je trouve que c'est intéressant, cette idée de réflexion, parce que ça nous rappelle simplement l'idée qu'on a à développer une position de témoin par rapport à des situations de vie. Alors, actuellement, une situation particulière, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le COVID, qui est un petit peu un problème international, qui entraîne beaucoup de dualité dans la psyché humaine, dans les pensées de tous et chacun. Donc, j'avais envie, moi, aujourd'hui, de proposer une petite réflexion là-dessus, qui nous amènera donc peut-être, ensuite à des questions que vous pourriez avoir. Alors, bonjour Maryse et bonjour à tous pour votre présence pour cette petite conférence que je vais commencer donc dès maintenant. Donc, première chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, évidemment, je fais de la thérapie intuitive depuis plusieurs années. J'enseigne, j'écris des livres. Il y a un livre qui s'en vient, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui s'appelle La spirale évolutive, qui va bientôt être publié. C'est un livre de 600 pages. Alors, c'est un peu plus costaud que ce que je m'attendais. Ce n'était pas prévu que ce soit un livre aussi important en termes de pages. Mais bon, c'est venu comme ça. C'était le sujet qui méritait de mettre autant de pages que ça. Mais bon, je pense que ça va être quand même quelque chose qui va être intéressant. Bienvenue à tous. Donc, de l'ombre à la lumière est le titre de la conférence. Et cette conférence-là a pour objectif, donc, de nous amener à une réflexion. Et cette réflexion-là, elle vient d'où? Bien, elle vient du fait qu'on vit dans une société un petit peu particulière, une situation particulière avec le COVID, qui entraîne beaucoup de dualité dans le monde actuellement. Beaucoup de gens sont les uns contre les autres. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la conférence de l'ombre à la lumière, parce que qu'est-ce que c'est que l'ombre et qu'est-ce que c'est que la lumière? Alors, il y a des gens qui ont un certain point de vue qui vont me dire, ça c'est l'ombre et ça c'est la lumière. Et d'autres gens qui ont un point de vue différent vont dire l'opposé. Alors, c'est intéressant cette notion d'opposé, puisqu'on peut voir les choses d'une façon opposée et on peut voir les choses on peut voir aussi la vie d'une façon complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut voir que l'ombre et la lumière font partie d'une même pièce, d'une même vision, en fin de compte, et que si on est capable, nous, en tant qu'être humain, de poser un regard sur une vision et sur une autre vision, on arrive à faire une complémentarité. C'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître que chaque point de vue a une raison d'être, et cette raison d'être-là nous amène donc à proposer des solutions qui vont tenir compte de ces deux points de vue-là, comme un genre de point de réunion. Alors, quand je fais de la consultation avec des gens qui ont des problématiques amoureuses, c'est une des choses que je vais chercher à faire, c'est que souvent, deux êtres humains sont en conflit parce qu'ils ont des opinions ou des regards sur l'un et sur l'autre qui font que la relation, on n'arrive pas à la partager. C'est-à-dire que deux êtres humains ont des réalités qui leur sont propres et ils n'arrivent pas à partager cette réalité-là pour en faire quelque chose de plus complémentaire. Parce que quand on arrive à l'étape où on peut partager quelque chose avec quelqu'un, on arrive à une position justement de respect mutuel, puisqu'on a trouvé une forme d'entente. Et c'est ça un petit peu qu'on retrouve actuellement dans la société, cette non-entente-là finalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'un côté qui ont une vision et de l'autre côté une autre vision. Et à quelque part, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de tentative de réunion véritable à ce niveau-là. Et c'est sans doute malheureux. Et j'avais envie donc de proposer une petite réflexion là-dessus, si vous le voulez bien. Alors évidemment, c'est les questions d'interrogation. Vous avez le chat dans lequel vous pouvez intervenir à tout moment, à tout instant. Moi, je le vois, le déroulement du chat. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, je pourrai y répondre assez rapidement tout au long de la conférence. Donc, j'avais envie, dans un premier temps, de faire une réflexion historique sur l'idée, quelque part, de cette notion de l'ombre et de la lumière, qui fait un peu référence à l'inconscient quand on y pense. Quand on dit « moi, j'ai de la lumière en moi », ça veut dire que je vois, je suis conscient de quelque chose qui est là, qui est lumineux. Quand je parle de l'ombre, l'ombre, c'est que je ne sais souvent pas à quoi j'ai affaire. C'est souvent ça, finalement, le concept de l'ombre. Et ça peut être intéressant, donc, de chercher donc, à mieux comprendre d'un point de vue historique à quoi correspond cette notion d'ombre et de lumière. Donc, la première chose que j'avais envie d'apporter, c'était concernant la tradition indienne. Alors, évidemment, ce n'est pas des vérités que je vais vous dire absolument. Je vais plutôt vous présenter des points de vue pour amener une réflexion. Donc, lors de la tradition indienne, quand je parle vraiment de la tradition indienne, là, vraiment, je ne suis pas très bon pour les dates. Je vais vous dire très précisément que
c'est la tradition spirituelle hein, qui avait comme une vision où on disait, par exemple, qu'il y avait les gourous. Les gourous, à quelque part, étaient des êtres qui avaient donc une certaine spiritualité. Et il y avait tous les autres êtres humains qui pouvaient être piégés par l'ego. C'est-à-dire que le développement spirituel ne pouvait pas se faire que par le biais d'un gourou, d'un être finalement qui était donc reconnu comme un être spirituel. Et que tous les autres êtres humains qui pouvaient justement se prévaloir de cette réalité spirituelle, de dire, ben moi, je suis, par exemple, clairvoyant, je ne sais quoi, ben on leur faisait comprendre qu'ils avaient possiblement un piège d'ego. C'était des pouvoirs associés à l'ego. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup la spiritualité, que ce regard-là de la tradition indienne de départ, parce qu'évidemment, ça nous a amené à vraiment avoir une très mauvaise presse. Tous les gens qui faisaient de l'intuition étaient souvent mal perçus parce qu'on percevait quelque part le danger que ces gens-là aient un problème d'ego. Et que ce problème d'ego, ben, quelque part, ben, faisait qu'ils se prenaient pour un autre, etc. Puis on a vu ça beaucoup dans la littérature, hein, dans les journaux, etc. Il y a des caricatures autour des gens qui sont intuitifs, ou qui sont guérisseurs, ou qui sont spirituels, qui vont finalement se péter un peu trop les grosses bretelles pour faire valoir qu'ils sont extraordinaires et merveilleux, et tout ça. Donc, première chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'à cette époque-là, qu'est-ce que ça créait, cette situation? Ça disait quoi? Ça disait, les gourous ont la vérité, et tous les autres qui ne sont pas les gourous n'ont pas la vérité. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans des pouvoirs, avec des problèmes d'ego. Alors évidemment, ça crée une situation où toute la relation qu'on pouvait avoir avec l'intuition, par exemple, ben, était inévitablement mal perçue parce qu'automatiquement, on se disait, ben voilà, ceux qui développent leur intuition, c'est qu'ils veulent développer donc un certain pouvoir sur les autres, etc. Et donc, les seules personnes qui avaient le droit de se dire spirituel, c'était en quelque sorte les gourous. Et on disait, hein, il y a certains auteurs qui disaient que à ces époques-là, bien évidemment, c'était une façon de contrôler la société. C'est-à-dire que les gourous, à quelque part, ou des êtres dotés de spiritualité, avaient donc été identifiés par le gouvernement. Et ces gens-là, quelque part, avaient donc la capacité de conseiller, de normaliser, ou si on pourrait être comme ceci, d'autres êtres humains qui se retrouvaient dans une position, en quelque sorte, de docilité envers la société, envers la population. Alors évidemment, ça, c'est un point de vue qu'on pourrait discuter, ce que je suis en train de raconter, mais globalement, quelque part, beaucoup les religions ont souvent servi à contrôler la collectivité humaine. Alors, donc, ces gens-là, quelque part, qui ont un certain pouvoir spirituel, pouvaient dire, ben voici ce que c'est que la vie. Alors, tout ce qui ne correspondait pas à ce que ces gens-là pouvaient exprimer, ben, n'était pas reconnu comme étant des vérités. Donc, inévitablement, on mettait ça dans l'ombre. Vous voyez, la lumière, c'était qu'est-ce qu'eux avaient reconnu comme étant juste, et tout ce qui n'était pas reconnu dans cette justesse-là était mis dans l'ombre. Ça veut donc dire que toute personne qui avait des avis différents ne pouvait pas les exprimer à ce moment-là. Donc, ça a été une des premières choses. Puis ça nous a amené aussi à cette notion qu'on entend beaucoup dans la spiritualité du bas astral et du haut astral. Le bas astral, qui est finalement l'ombre, le bas astral, c'est les énergies vibratoires qu'on pourrait dire négatives. C'est en fin de compte toute la souffrance humaine, en fin de compte, qui est là. Et cette souffrance humaine-là, nous, en tant qu'êtres humains, dans notre réflexion psychique, tout au long de l'histoire de la collectivité humaine, on a eu tendance à lui attribuer du négatif à cet espace-là, parce qu'on s'est dit, ben moi, je n'ai pas envie de voir la souffrance, je n'ai pas envie de voir de la colère, je n'ai pas envie de vibrer avec des émotions quelque part négatives. Donc, on a attribué au bas astral une coloration négative. On a dit quelque part, ça, c'est pas bien, c'est méchant. Okay? Encore une fois, on comprend évidemment que ce regard que l'être humain a développé vis-à-vis cet espace qu'on appelle le bas astral, bien évidemment, c'est un avis à quelque part qui est basé sur le jugement que moi-même, hein, quelque part, toutes les émotions instinctives, primitives qui peuvent être en moi, ben, je vais les juger aussi et je vais considérer quelque part qu'elles sont négatives. Et que tout ce que je pourrais appeler être du haut astral, c'est-à-dire des émotions plus dignes, plus dites humaines, quelque part, ben, on va les reconnaître comme étant positives. Alors, encore une fois, c'est cette notion d'ombre et de lumière qu'on l'on voit à travers cette démarche-là, donc, qui a amené, donc, tout au long du développement de la conscience humaine, un regard péjoratif envers tout ce qui ne fait pas partie, quelque part, de ce qu'on pourrait appeler être la lumière. La lumière, c'est l'être humain qui se comporte d'une façon civilisée, socialement parlant, pourrait-on dire ça comme ceci, avec des compétences, des qualités d'amour, des qualités de partage, etc. Et que toute émotion qu'on pourrait qualifier de négative, hein, de plus
primitive ou animale, bien évidemment, on va attribuer ça donc à des êtres humains qui ne sont pas des bons êtres humains, en quelque sorte. Vous voyez, alors, on est tombé dans une espèce de situation un peu caricaturale. Moi, ça me fait penser, en bon Canadien, en bon citoyen de l'Amérique du Nord, aux cow-boys et aux Amérindiens. Hein? Il faut savoir que les cow-boys, c'était les bons, les Amérindiens, c'était les méchants. Tout récemment, au Québec, on a vu qu'il y avait eu des atrocités qui avaient été commises auprès des Autochtones, donc des Amérindiens, qui ont été découverts tout récemment. Donc, vous voyez quelque part que cette notion de bien, des bons et des méchants, elle change selon le point de vue, selon le regard. Hein, si on parlerait des Amérindiens, ils pourraient nous faire part de toute la souffrance qu'ils ont vécue depuis qu'ils ont été, entre guillemets, dominés par les Blancs. Hein. Alors, puis évidemment, les Blancs pourraient parler différemment de la situation, parce que chacun arriverait avec son point de vue. Alors, vous voyez que c'est ça, quelque part, qui est le piège de notre cerveau. C'est que notre cerveau, quelque part, il va chercher des informations qui vont être en accord avec ce qu'il croit déjà. Hein? Et ça, on le voit bien avec les recherches que les gens font sur l'Internet, sur Facebook, etc. Les gens, quelque part, vont aller chercher des informations qui vont cultiver leur point de vue, qui vont encourager leur point de vue. Et jamais on va chercher à aller voir le point de vue qui viendrait aller en l'encontre de nous-mêmes. Ou si on veut le voir, on va avoir un certain biais dans le regard qu'on va porter souvent parce qu'on va vouloir démontrer ou prouver ce qu'on croit souvent. Alors, c'est ça un peu le piège hein, qu'on a développé, nous, en tant que collectivité humaine, et qu'aujourd'hui, on voit très clairement, c'est cette incapacité que l'on a de poser un regard de témoin envers des réalités et d'avoir tendance, justement, à vouloir exister par le biais de ce à quoi on croit. C'est ça qui se passe. Actuellement, je crois tellement à quelque chose que je suis prêt à me battre pour. Je suis prêt à insulter quelqu'un parce que quelque part, cette personne-là, en me disant le contraire de ce que je crois, ben, c'est comme si elle attaquait mon identité. Alors, vous voyez que c'est devenu un peu exagéré comme situation. Toujours comme un point de vue historique, il y a le Moyen Âge dont j'aimerais parler parce que dans le Moyen Âge, il y a eu toute cette notion de religion catholique qui a commencé à désigner ce qu'était l'enfer et ce qu'était le paradis. C'est-à-dire que toute personne qui avait la prétention de communiquer avec la nature, de communiquer avec des esprits, des faire de bonne aventure, je ne sais quoi, toutes ces personnes-là, quelque part, étaient perçues comme étant des gens qui étaient atteints donc de sorcellerie, hein, qui étaient des gens, quelque part, qui étaient possédés par Satan. Et dans ce sens-là, ça justifiait que ces gens-là puissent être mis sur des bûchers, puisque quelque part, bien évidemment, ces gens-là étaient des gens monstrueux, puisqu'ils étaient possédés par Satan. Il fallait donc les éliminer. C'est une caricature que je fais, mais en même temps, je ne suis pas du tout dans... C'est pas complètement fou ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité, malheureusement. Hein. Et cette réalité-là, évidemment, a été basée sur quoi? C'est sur cette notion d'ombre et de lumière. C'est-à-dire, moi, qui est l'être religieux, je sais ce qu'est la lumière, donc je sais ce qu'est le Dieu, et je sais reconnaître ce qui est donc l'ombre, c'est-à-dire la dimension sombre, la dimension satanique, démoniaque, que d'autres êtres humains peuvent porter en eux. Donc, encore là, il y a eu énormément de gens qui sont morts à travers cette période du Moyen Âge, au nom, à quelque part, de cette fameuse notion d'ombre et de lumière. Je pourrais aborder, et ça, je vais le faire d'une façon... je poursuis simplement en vous parlant maintenant de la notion de l'inconscient. La découverte de l'inconscient, ça s'est fait dans les années 1900, autour de 1900. Et ça aussi, c'est intéressant de comprendre quelque part que cette notion d'inconscient, c'est là qu'on a commencé vraiment à reconnaître que l'inconscient existait. Avant, évidemment, il y avait d'autres notions qui le désignaient, mais il y avait beaucoup de traditions chamaniques, il y avait beaucoup de traditions anciennes qui désignaient ce qu'on appelle l'inconscient avec des définitions différentes. Et c'est Sigmund Freud et plusieurs autres qui sont venus vraiment désigner l'inconscient tel qu'on le travaille aujourd'hui, tel que la psychologie moderne le reconnaît. Mais à cette époque-là, toute cette notion de l'inconscient, c'était assez flou, en quelque part, cette notion-là. Il y avait des gens qui reconnaissaient qu'il y avait un magnétisme universel qui existait dans l'univers, puis qui pouvait donc soigner les gens. Il y avait Mesmer, qui est un médecin de Vienne, je crois, qui a donc s'est promené dans tous les pays d'Europe pour démontrer quelque part que l'énergie existait bel et bien et qu'on pouvait soigner avec ça. Et tout ça, finalement, c'est ça qui a amené des gens à essayer de démontrer que Mesmer était dans le tort, que ce n'était pas un magnétisme, c'était quelque chose qui se faisait plus au niveau de l'inconscient, justement. Et c'est là que l'hypnose est née, etc. Alors tout ça, finalement, je vous raconte ça pour faire comprendre encore une fois que dès que l'on a abordé, parce que dans la tradition indienne, toute personne qui aurait pu développer des habiletés intuitives,
toute personne qui aurait pu développer des habiletés spirituelles. On lui aura dit, c'est ton pouvoir d'ego. Hein, moi, je suis un gourou. Toi, tu ne peux pas développer ça parce que tu vas tomber dans un pouvoir d'ego, dans un piège d'ego. Donc, tu ne vas pas le développer. Quand on arrive au Moyen Âge, évidemment, toute personne, à quelque part, qui aurait un certain talent, une certaine habileté à communiquer avec la vie, avec la nature, on dit que c'est satanique. Donc, on les met sur des bûchers et on les tue. Lorsque la psychologie moderne arrive, bien évidemment, à l'époque, il y a tout un courant de médiumnité à quelque part. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à l'époque, il y avait énormément de médiumnité dans le monde. C'était un phénomène mondial de gens qui même faisaient des photographies d'ectoplasme, c'est-à-dire de fantômes qui sortaient de la bouche des médiums, etc. Puis on avait pris beaucoup de photos. Moi, j'ai un livre ici qui présente plein de photos de ce phénomène-là. Et évidemment, c'était un phénomène qui était devenu tellement grand, tellement vaste, que c'était difficile pour, encore une fois, l'être humain de contrôler la situation. C'est-à-dire que contrôler la situation, je veux dire par là que si moi, j'accepte qu'il y a des phénomènes invisibles comme ceux-là qui existent, ça bouleverse complètement la collectivité humaine. Donc, tout le courant de la psychologie moderne est venu pour essayer d'expliquer, entre autres, le magnétisme, essayer de démontrer que le magnétisme, c'était finalement quelque chose qui n'était pas vrai. C'était quelque chose qui était plus de l'ordre qui était explicable par l'inconscient. Et évidemment, la médiumnité, même chose. On a cherché à démontrer quelque part que c'était de la fumisterie, que c'était faux, etc. Alors évidemment, donc ça veut dire qu'on a comme normalisé les possibilités humaines à ce moment-là en disant, ben voilà, les amis, voici ce qui est humain, et tout ce qui est du charlatanisme, ou tout ce qui est de la folie ou de l'anormal et qui n'est pas perçu d'une façon correcte, humainement parlant, ben on va le juger. Et c'est comme ça qu'on a développé finalement une vision de l'être humain où on a dit, ben voici ce qu'est un être humain normal et tous ces autres éléments-là qu'on ne comprend pas, c'est de la non-normalité, c'est donc de la folie, donc on va soigner ces gens-là parce qu'ils sont fous. Alors évidemment, aujourd'hui, bon, à cette époque-là, évidemment, toute cette notion de l'intuition, toute la notion de la spiritualité et de l'univers subtil était complètement incomprise. Donc, on reconnaissait vraiment que tous ces phénomènes-là étaient complètement de la bouillie pour les chats. Donc, on reconnaissait que c'était beaucoup plus associé à de la folie qu'autre chose. Et évidemment, donc, aujourd'hui, avec la physique quantique, on comprend que la physique quantique, elle remet en question plein de regards, puis les neurosciences aussi nous amènent plein de questionnements on arrive à comprendre que toute la tradition spirituelle qui existe depuis le début des temps, qui provient de traditions anciennes, avait un regard juste de la réalité. De plus en plus, du moins, on s'en rend compte, et ça vient comme amener donc toute une autre façon de regarder la réalité. Il y a une question aussi qui m'est posée. Quelle différence entre sa croyance plus mentale et d'agir par rapport à son ressenti, plus son corps, cœur? Fais-tu une différence? Ben, tu sais, c'est une bonne question que tu poses là, Marguerite, que je salue au passage. Quelle différence entre sa croyance plus mentale et d'agir par rapport à son ressenti, plus son corps, cœur? C'est une bonne question parce que ça implique quelque chose, c'est un peu complexe d'une certaine façon, c'est que la croyance, elle peut être mentale, donc elle peut être intellectuelle, mais elle peut être également là, plus au niveau du ressenti. Ça peut être une croyance aussi. Je peux interpréter ce que moi je reconnais comme étant un ressenti, comme je peux le reconnaître comme étant une vérité, alors que finalement, c'est une croyance qui est derrière. Donc, pour répondre à ta question, la croyance mentale, tout comme la croyance au niveau du ressenti, peuvent être des croyances. Et c'est ça qui fait que c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment, ça ouvre la porte évidemment à constater aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Quand les gens disent, par exemple, pour donner un exemple, moi je suis pro-vaccin, ils vont se baser souvent sur une réflexion intellectuelle pour pouvoir expliquer ça parce qu'ils ont regardé la science, ils ont regardé comment la vie comment ça fonctionnait, etc. Donc, ils vont arriver à dire, ben voilà, la science a démontré que le vaccin était efficace pour diverses situations, donc je le prends. Et d'autres gens vont écouter leur ressenti, souvent, hein, parce qu'ils vont dire, non, non, la science, à quelque part, et ils vont sortir des arguments qui ne sont pas scientifiques du tout. Ils vont même être quelquefois des argumentations, c'est là qu'on appelle cette notion de complotiste, c'est-à-dire qu'ils vont y aller d'une façon émotionnelle, ils vont faire part de leurs insécurités par rapport à divers sujets concernant l'idée du vaccin, puis ils vont finalement ne pas arriver avec des arguments scientifiques, mais plus avec des arguments d'ordre plus pour expliquer ça. Ça devrait se passer partout où vers eux. Là, il y a quelqu'un qui a fermé. Voilà, je ferme le son. Écoutez, soyez attentifs à fermer votre son, s'il vous plaît, pour que... Voilà.
Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Marguerite, là-dessus, mais il y a vraiment à comprendre ici que un être humain, quelque part, c'est un être humain qui va justement, devant une situation comme face au vaccin, entre vaccin ou anti-vaccin, ben, quelque part, c'est ça, c'est des croyances, puis il y en a qui vont être plus émotionnelles pour l'expliquer, d'autres vont être plus mentales, mais on reste dans le monde des croyances. C'est ça qui explique justement que ce n'est pas si simple que ça, hein, de pouvoir arriver à parler d'un sujet comme celui-ci, parce que la vérité, elle ne se situe pas dans je suis mental, donc j'ai tort, par exemple, ou j'ai raison, ou je suis dans mon ressenti, donc j'ai raison à toute occasion. Ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs que la démarche intuitive, finalement, moi quand j'enseigne l'intuition, la première chose que je dis aux gens, c'est que la première chose que vous allez devoir faire, c'est devoir porter une attention sur vos croyances. Parce que vos croyances vont finalement vous amener où? Elles vont vous amener sur ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vos croyances vous amènent à dire, ben voilà, ma vérité, c'est la suivante. Et si je veux développer mon intuition, je vais devoir inévitablement accepter que ces croyances-là sont des limitations pour accéder à une vérité qui serait plus proche d'une objectivité. Alors, l'intuition, l'objectif ultime, c'est d'arriver à une forme d'objectivité. Ça peut être curieux de dire ça, mais l'intuition, c'est quand même ça. On doit arriver à être capable d'avoir une certaine forme de justesse dans notre relation avec l'intuition pour être capable de finalement constater qu'il y a une forme de vérité qui en résulte. Cette vérité peut être relative, mais il faut qu'à un moment, c'est un peu comme si on dit à quelqu'un, une personne qui a un problème de santé physique, bien, si on était intuitif puis on lui disait quelque part qu'elle est guérie alors qu'elle ne l'est pas, on n'est pas dans une justesse. On pourrait arriver donc à expliquer un peu plus clairement les choses, mais si la personne a un problème de santé qui n'est pas guérie, ben, quelque part, notre intuition, ben, elle ne nous sert pas, puis elle ne sert pas à la personne non plus. Donc, il faut être donc, très attentif justement à toute cette idée que nos intuitions doivent être collées à la réalité, puis on doit être capable justement de faire valoir que ce qu'on ressent intuitivement, mais qu'on soit capable de reconnaître que ce sont des hypothèses et qu'on soit capable par la suite de chercher à vérifier la justesse de chacune d'elles. Et c'est ça un peu qui toute la situation, le piège, pourrait-on dire, hein, la difficulté pour arriver à développer cette fameuse foi intuitive en soi. Donc, si je reviens avec la notion de l'inconscient, donc de la psychologie moderne, bien, vous l'avez compris, à quelque part, que là aussi, on est arrivé à normaliser l'être humain, puis on est arrivé à lui dire, bien, tu vas te comporter d'une certaine façon, puis si tu ne te comportes pas d'une certaine façon, bien, il y a une forme, on va t'identifier comme étant quelqu'un d'anormal qui a des problèmes psychologiques, etc. Donc, jusqu'à maintenant, vous me suivez bien, je pense. Maintenant, je vais aborder un petit sujet, petite parenthèse, qui ne concerne pas donc l'historique de l'inconscient, du regard spirituel, mais un regard sur une situation qui a été quand même très, 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 très importante, puis qui mérite qu'on y porte attention, c'est la situation du nazisme. La Deuxième Guerre mondiale, je n'avais pas prévu en parler, mais ça me vient comme ça, donc je pense que c'est intéressant en parler, de regarder quelque part cette position où un être humain, hein, Hitler, est parvenu à faire valoir à une collectivité, qui sont les Allemands, que les Juifs étaient des êtres, finalement, on pourrait presque dire ça comme ceci, inférieurs, qui avaient qui méritaient à quelque part qu'on les amène dans les camps de concentration, qu'on les tue, etc. Alors, vous voyez, c'est quelque chose quand même, quand on regarde ça, tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que la collectivité humaine, on a pu arriver à une étape comme celle-là? Mais il suffit de penser au Moyen-Âge pour se rappeler, ben oui, on a déjà fait ça. Hein, on a déjà fait ça au Moyen-Âge. Il y a eu énormément de gens qui ont été tués au nom de la religion catholique par cette volonté de contrôle. Donc, à quelque part, ce n'est pas si étonnant que ça que l'être humain soit capable justement de se convaincre de pouvoir faire des actions contre d'autres êtres humains au nom, finalement, de croyances. Hein, parce qu'il faut bien quand même se le rappeler, Hitler n'était pas arrivé avec une science, une démonstration scientifique du fait que les Juifs étaient inférieurs ou je ne sais quoi. Hein, c'était vraiment basé sur des croyances que lui avait reconnues comme étant justes. Puis, à quelque part, il est arrivé avec cette conviction-là, puis il a réussi à faire valoir ça. Et pourquoi il a fait valoir ça? Est-ce que c'est des gens qui étaient mentales ou est-ce que ce sont des gens qui étaient dans le ressenti, qui ont commencé à croire ce qu'ils disaient? Il faut comprendre que si Hitler est parvenu à faire valoir ça auprès des Allemands, c'est parce que les Allemands avaient été humiliés. Ils avaient été maltraités après la Première Guerre mondiale. Et que dans ces conditions-là, évidemment, il y avait donc des pulsions d'agressivité à l'intérieur d'eux-mêmes et que possiblement,
c'est une hypothèse que j'aimais, que les Juifs qui réussissaient bien ont pu être identifiés comme étant les méchants dans la situation. Et que peut-être qu'effectivement, ça a entraîné quelque part quelque chose qui, finalement, encore là, c'est le concept de l'ombre et la lumière. Hein? La lumière, c'est nous sommes les Allemands, donc nous sommes lumineux, nous sommes des êtres supérieurs. Puis parallèlement à ça, les Juifs sont les êtres de l'ombre, les méchants qui nous empêchent, nous, de pouvoir manifester notre force supérieure, donc on va les éliminer. Alors évidemment, quand je dis ça, moi, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit là-dedans, c'est juste que je veux faire refléter quelque part comment cette fameuse notion d'ombre et de lumière est dangereuse et que si on n'en prend pas soin, elle peut devenir une source de destruction massive, que l'être humain peut faire des choses vraiment horribles avec ça. Ensuite, que j'avais donc une question qui m'est posée ici. Je me demande si le peuple allemand était au courant des camps nazis. Il n'y avait pas de médias dans ce temps. Alors évidemment, ça c'est une question, là on aborderait un sujet complexe et j'admets évidemment que c'est une bonne question que tu poses. Je pense effectivement que ce qu'on dit, hein, même tous les pays étaient très surpris de ça. Hein. Ils étaient tous surpris que ça existait. Hein. Moi, je pense peut-être qu'ils savaient peut-être un peu plus qu'ils l'ont bien voulu le dire, hein, mais ça, on ne le saura pas. Et ça demanderait que moi, je prenne le temps je ne peux pas te répondre d'une façon objective. Je n'ai pas l'information à te transmettre à ce sujet-là. Mais c'est bien possible, effectivement, que la collectivité n'était pas au courant véritablement de la situation. Mais il faut quand même comprendre quelque part que si on était jusque-là, c'est parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui avait une pensée, bien sûr, qui est un leader, mais ce leader-là, tout le monde était derrière lui. Là, hein, il faut comprendre. Donc, chacun a sa responsabilité là-dedans. Bien sûr qu'on n'a pas, qu'il y a des gens là-dedans qui n'auraient pas suivi, mais quand même, ça s'est quand même fait. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait au niveau commun, au niveau collectif, une colère que les gens portaient en eux. Ils avaient été humiliés, le peuple allemand avait été humilié, donc il y avait une forme Hitler a su éveiller à quelque part la flamme de la fierté et de focusser cette lumière-là pour faire comprendre que l'obstacle qui était à détruire, c'était donc les Juifs. Et c'est quelque chose comme ça qu'on pourrait déterminer à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais aborder évidemment quelque chose qui n'est pas actuellement, qui est en train de prendre forme et qui nous ramène à ce qui se passe actuellement dans le monde, qui concerne donc toute l'idée de la situation qu'on est en train de vivre, c'est le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est intéressant parce que là, je vous ai montré justement qu'à travers le temps, l'être humain a essayé de se comprendre, a essayé quelque part aussi de contrôler. Ah, c'est ça que je voudrais aussi regarder avec vous. Il essaie de contrôler. Qu'est-ce qu'il a essayé de contrôler? Il essaie de contrôler quelque part les êtres humains pour qu'ils ne soient pas trop puissants, hein, parce qu'on a dit que c'était le pouvoir de l'ego, donc il ne fallait pas qu'ils développent des pratiques spirituelles trop importantes, qu'ils développent une autonomie trop importante. On voulait les contrôler quelque part à travers ça. Au Moyen-Âge, quelque part, il fallait être catholique, il fallait croire en Jésus, etc. Si on n'y croyait pas, quelque part, on était perçu comme étant une source négative. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à regarder. Puis la psychologie, qu'est-ce qu'elle nous a amené? Elle nous a amené à comprendre qu'il y avait un comportement normal qu'il fallait avoir, puis que si on n'était pas normal, on était donc anormal. Encore une fois, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Et le transhumanisme, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous amène finalement cette notion de conformité versus le rebelle. Et actuellement, la situation se prête bien à ça, puisque la conformité, c'est quoi? C'est par exemple de suivre les directives du gouvernement. Et là, je ne suis pas en train de vous dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que le gouvernement décide ou quoi que ce soit. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y a une conformité. Le gouvernement, les gouvernements ont des décisions qui sont prises. Ces décisions qui sont prises ils ont des bons coups, ils ont des moins bons coups à travers ça. Puis évidemment, de l'autre côté, il y a des gens qui disent, moi, ce que tu me dis, gouvernement, je suis en désaccord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi pour diverses raisons. Qu'elles soient d'ordre mental ou qu'elles soient au niveau du ressenti, on peut avoir donc des réactions. Et ces réactions-là, quelque part, sont normales et on sait que la société a construit des structures permettant à l'être humain de dire, oui, tu as le droit, toi, en tant qu'être humain, de dire que tu n'es pas d'accord, même si le gouvernement veut faire quelque chose, tu as le droit, l'être humain a le droit d'exister en tant qu'individu et que, dans ce sens-là, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe avec la situation de la crise actuellement? C'est qu'il y a quelque part un questionnement à avoir sur jusqu'à quel point qu'on n'est pas en train de développer justement un regard social dans lequel, justement, l'être humain, quelque part, devient de plus en plus soumis, parce que s'il ne se soumet pas,
ben, il devient, en quelque part, ben, un être rebelle qu'on doit justement mettre à l'extérieur de la société. On le retrouve déjà dans la société, par exemple dans Facebook, c'est une communauté. Cette communauté-là, quelque part, tente beaucoup de contrôler son information qui est transmise. YouTube, qui est une communauté également, même chose. Il y a Twitter, bon, il y a toutes les communautés, les réseaux de communautés, quelque part, les plus importants, ont fait comprendre quelque part la communauté qu'ils n'allaient pas permettre justement une distribution d'informations libres. Il y a des sujets qui n'allaient pas être reconnus, qui n'allaient pas être valorisés, même ils allaient être censurés. Donc, on parle ici d'un contrôle, c'est-à-dire que quand moi, je n'ai pas le droit d'exprimer un point de vue que j'ai, mais ça veut dire quelque part qu'on est en train de me dire, ben moi, je ne veux pas quelque part que tu transmettes cette information-là, même si elle est juste, par exemple. Hein? Parce que finalement, on peut dire non, elle n'est pas juste. Oui, mais qui es-tu, toi, pour déterminer qu'est-ce qui est juste et qui ne l'est pas? Et là, ça nous ramène encore à l'ombre et à la lumière. Hein? Quand on dit c'est pas juste ce que tu dis, c'est un peu comme si on voulait mettre de l'ombre sur quelque chose et on voulait mettre en lumière ce que nous, on affirme. Et ça, c'est typiquement humain. Hein, les guerres, hein, on n'a pas parlé des guerres, mais les guerres reposent sur ce concept-là. Hein, c'est-à-dire, moi, j'ai la vérité. Il y a eu plein de guerres religieuses dans le monde, hein, dans l'histoire de l'humanité. Et ces guerres religieuses étaient basées sur quoi? J'ai la vérité et je veux diffuser la vérité dans le monde entier. Et pour la diffuser, ben, je vais exterminer les peuples qui vont m'empêcher de diffuser cette vérité-là. Donc, vous voyez quelque part qu'on est dans une situation, finalement, qui est très primitive, en quelque part, quand on se met à réfléchir à tout ça. Et l'idée, à quelque part, du transhumanisme, qui est le nouveau courant qui prend forme, hein, c'est de commencer à envisager qu'il serait possible d'améliorer l'être humain en le mettant en introduisant dans son propre corps une forme d'intelligence artificielle, hein, des structures qui permettraient à l'être humain d'être en réseau, par exemple, avec Internet. Une forme d'Internet, quelque part, qui serait sans doute un Internet qu'on peut envisager aujourd'hui, qui serait contrôlé. C'est-à-dire que ça serait un Internet qui ne nous permettrait pas d'accéder à n'importe quoi. On aurait le droit d'accéder à un certain nombre d'informations, possiblement dans cet Internet-là. Donc, vous voyez que progressivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'être humain, depuis le début des temps, il cherche à contrôler l'inconscient. Il cherche à contrôler ce qui est invisible chez l'être humain. Puis, quand on se rappelle qu'est-ce que c'est que la spiritualité, la spiritualité, c'est quoi? C'est une porte d'entrée où je reconnais que mon inconscient, mon imaginaire, est capable de me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Mais pour être capable de connecter avec ce plus grand que moi, je suis obligé de quitter l'histoire humaine, donc la conscience humaine, pour accéder à cette intelligence-là. C'est-à-dire que pour reconnaître qu'il y a une forme d'intelligence qui anime toute chose, mais il faut que je sois capable de discerner cette intelligence-là par rapport à ce que je pourrais appeler la conscience humaine. Vous me suivez? Donc, toute la démarche intuitive, c'est finalement d'être capable de reconnaître que dans ma conscience à moi en tant qu'être humain, par un protocole, par une méthode, par une façon de fonctionner, je suis capable de connecter avec une forme d'intelligence qui me dépasse et qui me relie à quelque chose de plus vaste que moi et qui fait que tous les êtres humains, quand on est relié à cette même source-là, ben, on est capable justement de développer une conscience différente de nous-mêmes parce qu'on comprend quelque part qu'on est géré par quelque chose qui, en fin de compte, nous unit tous et nous met dans une relation justement avec une conscience humaine, une conscience de la vie, que grand V, qui devient beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Et là, quand je vous parle de ça, ben, je ne suis pas en train de vous parler de l'ombre et de la lumière, je suis en train de vous parler de la lumière. La lumière, quelque part, qui fait qu'on est capable de se sortir justement de toutes ces zones d'ombre qui appartiennent finalement à l'être humain, qui, lui, n'est pas capable d'accepter de vibrer à cette lumière-là. C'est-à-dire que tant et longtemps que l'être humain va rester accroché à des croyances, à des limitations, à son regard finalement pollué, pourrait-on dire, par l'histoire de l'humanité et par ses propres zones d'ombre internes, ben, tant et longtemps qu'on va être dans cette position-là, ben, quelque part, on ne pourra pas accéder à cette zone de lumière véritablement. Et le transhumanisme, qu'est-ce qui est intéressant aussi, qui peut être, qui est une réflexion qui peut être intéressante aussi à apporter, c'est que moi, le transhumanisme, ça me fait penser à Frankenstein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Frankenstein, c'est un être qui était, bon, c'est une personne qui est un savant fou qui a pris donc des morceaux un cadavre, plusieurs cadavres, puis en a fait un genre de monstre, un monstre dans lequel qui lui a donné la vie.
et qui était finalement l'objectif donc de créer une nouvelle forme de civilisation, en fin de compte, qui serait beaucoup plus intelligente, qui serait supérieure à tout ce qui avait été conçu jusqu'à maintenant. Et on peut certainement penser que le transhumanisme, c'est un mouvement de l'évolution humaine, je dirais, qui cherche à tenter de dire, ben voilà, nous sommes des êtres humains et nous sommes tellement intelligents, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on est capable maintenant de transformer l'être humain, puis d'être en quelque sorte le bon Dieu, et de permettre à cet être humain-là, quelque part, d'être mieux que ce qu'il était, parce que nous, on est mieux que le bon Dieu. Et vous comprenez quelque part que quand on dit des choses comme ça, on est en train de commencer à rentrer dans les secrets divins, pourrait-on les appeler comme ça, les secrets de la vie avec le grand V, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va commencer, avec quoi on va jouer en touchant ces zones-là. Et c'est ça un petit peu qui se passe actuellement dans le monde, hein, cette espèce de vision autoritaire où on dit, par exemple, le vaccin est une solution. C'est une option, effectivement, qui est possible, j'en conviens. Mais encore une fois, quelles sont les autres avenues? Très peu explorées, très peu envisagées. Dès le début de la situation de la crise, les gens sont arrivés avec des solutions déjà préfaites en disant c'est le vaccin qui va régler le problème. Avant même que le vaccin ait été mis en place, déjà, des gens très connus, des gens qui avaient beaucoup d'argent, étaient déjà en train d'affirmer que c'était le vaccin qui allait être la solution et beaucoup de gouvernements amenaient cette idée-là que c'était la seule option possible, c'était le vaccin. Alors que finalement, il y avait peut-être d'autres options. Peut-être qu'il y avait d'autres options. Et on n'a pas mis du tout l'emphase vers ces autres options-là. On n'a jamais mis l'emphase non plus sur la prévention. Alors, tout ça pour vous faire comprendre, évidemment, que cette notion d'ombre et de la lumière, ben, quelque part, c'est que moi, en tant qu'être humain, de quelle façon que je peux regarder une situation comme celle-là, puis garder une position de témoin, c'est en acceptant de poser un regard sur les deux avenues. Les deux avenues, c'est-à-dire, par exemple, les pro-vaccins, par exemple, ont un regard qui est complètement logique, hein, quand on les écoute, tout comme l'autre regard peut être logique aussi. Et ces regards-là, quelque part, c'est des regards dans lesquels on apprend à être témoin d'une situation objective. La situation objective, ce n'est pas, justement, pour revenir à la question de Marguerite, ce n'est pas une croyance mentale. Ce n'est pas une croyance basée sur mon ressenti. C'est basé sur une certaine forme d'objectivité. Et cette objectivité-là, évidemment, elle entraîne quoi? Elle nécessite, en fin de compte, que des êtres humains qui ont des avis différents puissent communiquer entre eux et qu'ils soient capables, intelligemment, de pouvoir justement discuter entre eux pour être capables de faire valoir que le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre ont une certaine valeur ou pas, et qu'à un moment donné, on arrive à y faire émerger quelque chose qui va permettre à l'être humain de trouver des solutions plus adéquates par rapport à des situations. Et c'est ça un peu la situation à laquelle on est actuellement, c'est qu'actuellement, cette position de deux êtres qui ont des avis différents, qui se rencontrent et qui discutent, n'existe pas. Parce que quelque part, il semble, hein, dans une façon collective, il semble que tous les êtres humains ont décidé finalement de poser un regard, j'aurais presque à dire hystérique quelquefois, hein, un regard hystérique sur la réalité en se disant j'ai la vérité. Et l'autre, j'ai la vérité, mais elle est complètement différente, et que finalement, il n'y a aucune communication parce que chaque vérité, on est convaincu de nos vérités, puis on ne veut pas communiquer entre eux. Alors, c'est là un peu que la situation se situe par rapport avec cette histoire du transhumanisme, c'est qu'on est en train d'amener, d'une certaine façon, l'humain à se renfermer dans des convictions qui sont, par exemple, être pro-vaccin, de ne pas mettre de nuances par rapport à être pro-vaccin, c'est-à-dire que pro-vaccin, oui, il y a très peu de cas de gens qui ont des problèmes. Moi, je ne sais pas. D'après ce que je vois, c'est qu'il semble avoir des gens qui ont des problèmes associés au fait qu'ils ont pris des vaccins et on n'en parle pas. Donc, il y a quelque chose, quand on parle de transparence, c'est ça quelque part. Transparence, c'est être capable d'être vrai avec moi, être vrai dans ma relation avec l'autre. Et quand on regarde le gouvernement, comment il fonctionne, les gouvernements, je regarde la France, je regarde au Québec, entre autres, et au Canada aussi, il y a un manque de transparence complet et total. On vous dit qu'il y a un vaccin, c'est bien, OK. On ne vous parle pas des éléments qui sont nuisibles. Le vaccin peut générer des problèmes. C'est démontré, on en a parlé. On en parle très peu de ça. On semble dire qu'il est efficace, qu'il n'y a pas de problème, etc. Et on ne parle pas dans la lumière de ce qui est. La lumière de ce qui est, c'est on regarde la situation, on regarde les pour, les contre, et on est objectif. Et ça, c'est être objectif, c'est être capable de regarder les faits, tant pour le vaccin que contre le vaccin, puis on essaie de trouver une juste position par rapport à ça.
Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, parce que dans une démarche intuitive, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que la démarche intuitive n'est pas là pour dire « moi, je crois en quelque chose, donc je vais te dire ce que je crois ». Ben non, l'intuitif doit être capable de poser un regard sur quelque chose sans tenir compte de ce que lui pense ou de ce que lui ressent, mais être capable de dépasser ça pour accéder à une forme d'intelligence et une forme de sagesse. C'est ça, quelque part, qui est l'objectif du thérapeute intuitif ou de celui qui est intuitif, c'est de chercher à trouver une vérité qui va le dépasser, qui va l'amener vers une forme de synthèse des choses, qui va l'amener effectivement vers la lumière et non pas vers l'ombre. Une question d'Isabelle. Il semblerait cependant aujourd'hui que le simple fait de s'arrêter pour réfléchir aux informations que l'on reçoit et les questionner se fait nommer le complotisme qui coupe toute communication. Oui, bien sûr, je te dirais quelque part que d'autre côté, les gens pourraient dire la même chose. C'est-à-dire que les pro-vaccins pourraient se dire quelque part que dès qu'ils essayent de vouloir parler, qui sont pour le vaccin, ils se sentent jugés par des gens quelque part qui vont y trouver de ne pas évoluer, de stupides, de moutons, ou je ne sais quoi. Donc, il faut regarder les deux côtés. Donc, toi, Isabelle, c'est intéressant ta position parce que c'est la position de celle qui est identifiée à un État. Toi, tu es identifié à cette idée que si tu te poses des questions, tu es identifié comme complotiste par l'extérieur, donc tu es marginalisé. Donc, tu te crampes, et en te crampant, ben, tu te dis, ben, je ne vais pas me laisser faire, hein, et là, on devient rigide intérieurement. Et je le comprends parfaitement, Isabelle, je le vis aussi, comme tout le monde le vit aussi, cette position, effectivement, où on se sent attaqué dans nos convictions, parce que quelque part, quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, qui nous fait du mal, et qui nous donne l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas respecté. Et c'est ça, quelque part, le problème qu'on vit actuellement. Puis des deux côtés, c'est sûr que les gens qui sont pro-vaccin ont peut-être l'avantage d'être du bon côté, pourrait-on dire, puisque la normalité, hein, ce qu'on peut dire étant ce qui est normal, c'est de se comporter en bon citoyen. Se comporter en bon citoyen, c'est effectivement d'être pro-vaccin, puisque le gouvernement, d'une façon internationale, on est arrivé à convenir que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, la position juste, en tant que bon citoyen, c'est de procéder comme cela. Si on décide de ne pas procéder comme cela, bien inévitablement, on est perçu comme un mauvais citoyen. Et la notion de complotisme a permis de désigner le mauvais citoyen. Hein, ça peut, en disant que vous êtes complotiste, ça veut donc dire quelque part qu'on vous enlève la crédibilité, parce que vous vous inventez des trucs, vous avez l'impression d'avoir une réalité qui est complètement déconnectée de la vérité, en fait, du point de vue de la personne qui juge le complotisme, et qui fait quelque part qu'il n'y a pas de communication, puisque le complotisme repose sur des fantaisies. Donc, vous voyez, encore là, l'ombre et la lumière. Hein, le complotisme, c'est quoi? C'est la zone d'ombre. Hein, quand on dit « Ah, toi, tu es complotiste », qu'est-ce qu'on fait? Ben, on te dit, ben, va dans ton ombre. Moi, je ne veux pas. Tu n'es pas dans ma lumière. Moi, ma lumière, quelque part, c'est que les vaccins, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc, tu es dans la zone d'ombre. Et vice-versa, hein, je vous donne l'exemple comme celui-là, mais on pourrait présenter l'image vice-versa. Donc, c'est certain que cette idée, Isabelle, qui peut être intéressante dans une démarche intuitive, hein, c'est de poser un regard sur ces questions qu'on se pose et de poser un regard sur les questions qui sont répondues. Hein, parce que les gens, quelque part, qui disent qu'une personne est complotiste, c'est ceux, quelque part, qui ont la conviction qu'ils ont raison. Donc, à quelque part, ben, quand on pose un regard, on est dans une position de témoin, on peut accueillir, à quelque part, l'hypothèse que ces personnes-là peuvent avoir raison. On peut donc les écouter, on peut regarder leur point de vue, on peut regarder ce qui est dit, etc., puis on peut leur poser des questions. Et c'est là, évidemment, à travers cette interrogation, cet échange, qu'on peut arriver à des communications. C'est sûr que le problème est bien là. Hein, tantôt, j'en ai parlé, ça dit que c'est cette zone de partage qui n'existe pas et qui reflète un peu cette psychologie humaine, hein, qui se dit, ben moi, je crois en quelque chose et comme j'y crois, ben, je vais aller chercher des sources d'informations qui vont me confirmer que j'y crois. Donc, c'est là que quelqu'un qui me dit l'inverse vient me déranger intérieurement, me sécuriser en quelque sorte, et je vais donc réagir contre lui. Et c'est ça, quelque part, qui est joué avec le gouvernement. Le gouvernement joue aussi avec ça, il faut bien comprendre. Les gouvernements, en mettant l'idée, quelque part, que des deux citoyens, les citoyens qui sont les gentils, qui se comportent d'une façon correcte avec le gouvernement, et ceux qui vont dans le sens contraire du gouvernement, mais à quelque part, on a réussi à créer deux populations et que les populations qui ne se comportent pas d'une façon normale par rapport à la société sont perçues inévitablement comme de mauvais citoyens. Alors, évidemment, loin de moi la comparaison avec le nazisme, hein, mais en même temps, on regarde ça, puis on peut pas, on doit reconnaître qu'il y a
quand même une situation où on se dit, ben voilà, nous sommes en train de nous en sortir avec le vaccin et toute personne qui ne prend pas de vaccin, ben, ce sont des personnes, à quelque part, qui se comportent d'une façon mauvaise. Ce sont de mauvais citoyens. Donc, on va leur faire payer. Maintenant, c'est quoi le prix qu'on va leur faire payer? Hein? Alors, évidemment, je ne me lancerai pas dans des idées folles là-dessus, mais c'est évident qu'il faut être attentif à ça. Jusqu'où, quelque part, que l'être humain est capable de gérer ses émotions pour être capable de comprendre que la responsabilité d'une société ne repose pas sur des individus, mais ça repose à quelque part sur une collectivité. Et la problématique de la collectivité, c'est de trouver une façon de vivre ensemble. Alors, on ne peut pas, quelque part, avoir des gouvernements qui vont jouer sur l'idée, quelque part, qu'une collectivité ne peut pas vivre ensemble, parce que c'est ça qu'on est en train de lui dire, en se disant c'est leur faute à eux. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous ramène vraiment sur cette notion de non-responsabilité qu'on voit dans la démarche intuitive, hein, quand on parle de l'alignement, dans la pratique de l'enracinement, où on enseigne justement un individu à apprendre à contenir son énergie pour ne pas la projeter vers les autres. Parce que quand on la projette vers les autres, ben on se rend irresponsable. On se dit, ah non, c'est pas moi qui est responsable, c'est lui. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est toujours en train de pointer du doigt la personne responsable et nous, ça nous donne l'opportunité de pouvoir justement déblatérer sur cette personne-là, déployer toute notre énergie d'agressivité, par exemple, sur cette personne-là en se rendant irresponsable. Ce n'est pas de ma faute, c'est elle. C'est de sa faute à elle. C'est pour ça qu'il faut lui faire payer à elle. Vous voyez, alors ça devient une situation qui est très, 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 très malsaine. Et on pourrait parler de nombreuses guerres dans lesquelles ce genre d'émotions-là a amené quelque part des actes de tuerie à quelque part qui ont pu en résulter. Donc, tout ça finalement pour amener cette notion que la position de témoin, cette position de témoin, ben, c'est une position dans laquelle on apprend justement à reconnaître qu'on a une certaine responsabilité. Donc, un bon gouvernement, un bon être humain, va reconnaître sa responsabilité envers des actions qu'il a posées. Il va reconnaître effectivement que ce qui est le plus préférable au niveau de la collectivité, c'est que chaque individu développe une certaine responsabilité par rapport à leurs problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, par exemple, et on va chercher à valoriser certains produits que ces êtres humains peuvent prendre pour fortifier leur système immunitaire, pour les rendre plus autonomes. Première, ça, c'est une chose qui m'apparaît normale. Dans une démarche intuitive, c'est ça que moi j'ai appris à travers les nombreuses consultations que j'ai avec les gens, etc., que quelque part, ce sont des règles qui font partie du gros bon sens, que moi, si je me sens responsable et que je fais des actions pour me sentir dans une position de responsabilité par rapport à ma santé, ben, je suis dans une position où je contribue à la société parce que je me suis pris en charge. Ce qu'on nous enseigne depuis cette situation de crise-là, c'est de ne pas être responsable. C'est quelque part, finalement, d'attendre quelque part que le vaccin arrive, puis après ça, on prend le vaccin, puis on devient quelque part un peu soumis par rapport à une autorité qui décide, bon, on a un vaccin, 2 vaccins, on en aura 3, 4e, un 5e. Ça évolue tout le temps, et nous, ben, quelque part, on devient de plus en plus soumis dans cette situation-là. Et moi, qu'on se vaccine ou qu'on ne se vaccine pas, pour moi, n'est pas le problème. C'est plus, à quelque part, cette situation qui fait qu'on amène l'être humain à comme envisager des solutions qui ne sont pas des solutions que moi je dirais naturelles, mais des solutions qui sont vraiment créées par la médecine classique et qui affirment, hors de tout doute, que c'est elle qui a raison. Et ça me fait penser à la religion catholique au Moyen Âge. Hein? Ça me rappelle des situations dont j'ai parlé déjà précédemment, hein, dans lesquelles l'être humain n'avait pas raison parce qu'il y avait tort. Et qui avait décidé qu'il y avait tort? Mais c'était des gens qui étaient des dominants, qui avaient la conviction qu'ils avaient raison. Et tous ceux qui n'avaient pas raison, ben, quelque part, devaient finalement se conformer parce que c'était des mauvais citoyens. Et c'est là qu'on tombe dans des extrêmes qui sont dangereux par rapport à l'intolérance qu'on peut avoir entre êtres humains. Et un gouvernement qui se comporte comme ça, qui agit, qui encourage ça, pour moi, est irresponsable parce que quelque part, il valorise le fait que les êtres humains vont développer une certaine forme d'intolérance entre eux et que ça ne peut pas générer une collectivité. Pourquoi on fait ça? Mais c'est sans doute parce qu'on ne veut pas quelque part que cette collectivité-là soit collaboratrice entre elles. Parce que quand on collabore entre nous, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que quand on est dans une position de dualité où à ce moment-là, on se sent beaucoup plus isolé, on a beaucoup moins de capacité de pouvoir réagir adéquatement à des situations qui peuvent devenir inacceptables, par exemple. Est-ce que le jeu du transhumanisme est faussé puisque c'est aux mains des puissants de l'argent, on se sent des petites gens, des temps lointains, comment parlementer? Ben,
le jeu du transhumanisme, à quelque part, fait partie d'une évolution, à mon sens, à moi, de l'être humain. Quand on regarde d'un point de vue historique, dans la littérature, dans la science-fiction, dans tout ça, c'est une fantaisie humaine de pouvoir envisager, quelque part, qu'on puisse améliorer l'être humain à travers, donc, des supports électroniques qu'on pourrait mettre dans le corps, etc. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et c'est quelque chose, évidemment, qui peut être très intéressant d'un point de vue médical. Il y a plein de choses positives là-dedans. Maintenant, si on l'envisage pour contrôler l'être humain, bien, inévitablement, c'est quelque chose de moins heureux, c'est moins intéressant, je dirais, hein, d'envisager comme ça, parce que ça veut dire quelque part que ces supports-là pourraient permettre à un gouvernement, par exemple, de contrôler une collectivité. Ça peut aller jusque-là. Et on pourrait dire que c'est la science-fiction. Moi, j'émets l'hypothèse. Je ne vous dis pas quelque part c'est une vérité, mais je vous dirais quelque part, soyons attentifs à ça, parce que quelque part, on doit arriver à reconnaître, je dirais, cette idée que si on veut justement avoir une position de témoin par rapport à tout ça, qu'on soit capable de se tenir debout, tout en étant conscient quelque part qu'on ne peut pas réagir avant que les choses se fassent, mais on doit être attentif. Et je pense qu'en France, justement, les grandes manifestations qui ont lieu actuellement, ben, je pense que ce sont des actes qui sont tout à fait sain, hein, dans une collectivité, de dire, ben non, il y a des choses dont on a peur, et se faire entendre, c'est très important. Et je pense que c'est ça que au niveau mondial, il doit y avoir des actions qui sont faites dans ce sens-là. Donc, oui, bien sûr que le transhumanisme, ça fait partie pour moi d'une forme d'évolution de la conscience humaine. Et cette évolution de la conscience humaine, c'est quoi son objectif? Ben, si on regarde ça d'un point de vue ésotérique, c'est que je pense, moi, que la collectivité humaine, plus elle devient renfermée sur elle-même, parce que le transhumanisme renferme l'être humain sur lui-même. Pourquoi je dis ça? Plus le transhumanisme va prendre forme, plus cette vision de l'homme, de l'humain qui a raison sur l'univers, va se manifester, plus l'être humain va se renfermer dans une coque d'informations dans lequel il va y avoir un réseau d'informations, un peu comme l'Internet, qui va le clore. C'est-à-dire que l'individu va être connecté avec un réseau d'informations Internet qui va être fermé à ce que la collectivité humaine aura décidé qu'il a accès. Et tout ce qui pourrait s'appeler autre chose que ça, donc pour moi, la véritable spiritualité, ben quelque part, l'être humain ne pourrait pas y accéder. Donc, d'une certaine façon, l'être humain est en train de se cramponner, je dirais, à sa conviction qu'il a raison sur la planète Terre. Quand je dis la conviction qu'il a raison sur la planète Terre, ben, je fais référence, bien sûr, au fait que si moi, je commence à accepter que la planète Terre est dans un mauvais point, elle ne va pas bien, ce n'est pas parce que moi, je me suis mal comporté en tant qu'individu, hein, c'est parce qu'il y a des sociétés, des gouvernements qui se sont mal comportés pendant un long laps de temps et qu'une collectivité humaine en a profité et elle n'a pas réagi adéquatement. Donc, cette idée, à quelque part, de vouloir contrôler la collectivité humaine au nom, par exemple, d'une écologie plus saine, au nom du fait que la planète Terre, elle ne va pas bien, puis qu'il faut maintenant trouver une nouvelle façon d'organiser les choses, ben, moi, personnellement, je crois que c'est une belle manipulation parce que ce n'est pas l'individu qui est le problème. C'est simplement toute la façon que les ressources naturelles ont été utilisées. Et ce n'est pas moi, puis ce n'est pas vous qui les avez utilisées. On en a bénéficié, possiblement, ça oui. Mais on n'a pas été ceux qui ont profité de ces ressources-là à l'origine. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, au Brésil, en Amazonie, pourquoi il y a eu des arbres qui ont été coupés, pourquoi on a détruit la forêt, pourquoi on a accepté ça, c'est parce que quelque part, les gouvernements ont accepté de faire des sous, ils ont accepté, bon, il y a plein de choses qui sont là-dedans aussi. Hein. Donc, il faut comprendre donc que l'idée de vouloir faire avancer la conscience humaine dans cette idée du transhumanisme, ben pour moi, quelque part, c'est de renforcer le contrôle humain sur l'humain, c'est-à-dire qu'une gouvernance va contrôler l'individu d'une façon plus importante et l'individu va être de moins en moins connecté avec sa spiritualité, de moins en moins capable d'accéder à la spiritualité, parce que quelque part, la spiritualité, bien évidemment, le mettrait dans une relation de grandeur, et le mettra dans une relation, évidemment, de libération aussi de tous ces mécanismes humains. Parce que là, quand on parle d'une gouvernance qui veut contrôler l'être humain, on est loin de l'humain avec le grand H. On est dans l'humain avec le petit H, c'est-à-dire le dominant qui cherche à dominer la collectivité parce qu'il veut plus de pouvoir pour lui. Et on se rapproche de Hitler. Là. Je fais des rapprochements qui sont exagérés, hein, mais pour mettre en évidence, pour faire éclater quelque part quelque chose comme réflexion que j'avais envie de faire. Puis c'est sûr que je vais répondre aux questions ici qui m'ont posées.
la conscience est individuelle, il y aura toujours de la polarisation dans le collectif. Oui, puis à quelque part, la conscience est individuelle, mais cette conscience est individuelle dans la mesure où, quelque part, elle est capable de s'aligner à elle-même. Quand on est un individu qui s'aligne à lui-même, ben, logiquement, la collectivité va être finalement une collectivité de partage parce que tous les êtres humains vont s'assumer et il va y avoir donc des partages qui vont être effectués. Ça, c'est dans un contexte plus évolué de la conscience humaine. Malheureusement, l'être humain, quand tu dis la conscience est individuelle, je dirais qu'actuellement, la conscience, elle est polarisée par les projections que l'on fait. Alors, moi, je suis un individu, mais moi, en tant qu'individu, je vais projeter vers les autres individus plein de choses qui sont en moi, qui sont souvent reliées à des peurs actuellement, et qui a été nourri aussi, il faut bien le dire, par les gouvernements, et qui font quelque part que les êtres humains ont développé donc une forme de panique. Et la panique, bien évidemment, c'est là qu'on va pointer du doigt les gens pour le faire valoir qu'il y a des gens qui sont responsables de quelque chose, alors que d'autres ne le sont pas. Hein, c'est ça un peu le concept. Les gouvernements jouent avec leur pouvoir qui est agrandi par celui des médias. Le débat n'est pas à l'égalité lorsqu'il y a manipulation. Toutes les guerres ont joué sur ces ingénieries sociales. Chacun a effectivement la responsabilité de réfléchir, d'aller chercher les informations les plus objectives. On amène l'être humain à ne plus être responsable de lui-même, divisé pour mieux régner. L'histoire se répète et doit nous montrer une certaine vigilance et prendre conscience des projets transhumantes des gouvernements. Ben oui, totalement, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis évidemment, je ne voudrais pas qu'on termine sur une note négative, donc je vais vous parler maintenant de l'autre voie, hein, c'est-à-dire que le transhumanisme, c'est une tentative humaine d'humaniser l'humain dans le sens de dire « je suis le bon Dieu, Dieu n'existe pas, je suis Dieu et je vais finalement créer un monde à l'image de qui je suis, hein, le monde humain ». Et là, ça nous ramène vraiment sur quelque chose qui peut, dans lequel, justement, bon, il y a des gouvernants qui sont dominants et puis tout le reste des êtres humains qui, finalement, apprennent donc à vivre en accord avec une certaine forme de gouvernance dominante et dans lequel cette fameuse intelligence artificielle pourrait justement servir de support pour dominer davantage l'être humain. C'est quelque chose qu'on peut envisager comme étant une possibilité. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais il faut être attentif à ça. Et évidemment, l'idée de l'évolution de l'être humain, est-ce que c'est ça? Moi, je ne crois pas. Évidemment, ça, c'est une étape dans laquelle l'humain essaye justement de renforcer son autorité. Et d'où est-ce que ça vient cette volonté de renforcer cette autorité? Selon moi, j'en avais beaucoup parlé dans le livre Le Messager, pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est que selon moi, la mémoire, nous, en tant qu'être humain, on génère beaucoup d'énergie. Et ces énergies-là, finalement, s'accumulent dans ce que moi j'appelle l'univers superlumineux, c'est-à-dire un univers qui est invisible, qui n'est pas perceptible par nos yeux, mais que les physiciens quantiques ont pu identifier. Certains vont appeler ça les annales cachées, bon, etc. Mais c'est un univers dans lequel l'information s'accumule sans cesse. Et selon moi, cette information-là qui s'accumule sans cesse, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le bas et le haut astral, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'informations qui est là. Et moi, en tant qu'être humain, sans que je le sache, sans que j'en sois conscient, je suis en constante communication avec ces univers subtils-là et je résonne avec des énergies qui vont vibrer au même diapason que moi. Donc, on comprend ici que que cette mémoire-là qui s'accumule depuis le début des temps, elle a développé une certaine forme de conscience. C'est un peu comme si on pouvait dire, je peux parler avec cette conscience collective-là, parce que l'ensemble de cette mémoire-là, ben, elle a développé une forme d'autonomie, puis elle a quelque part le désir d'exister. Parce qu'il faut savoir que la conscience humaine qui existe depuis le début des temps, pourquoi elle existe depuis le début des temps? Mais parce qu'elle est entre autres nourrie par mes propres énergies. Moi, si j'ai de la colère en moi, ben, je résonne avec la colère qui est associée à des mémoires provenant d'autres vies. Et ces mémoires-là ben, sont nourries par l'énergie que je génère. Et ces énergies-là qui sont générées par ces mémoires-là vont renforcer ma colère également. Alors, vous voyez qu'on est dans une espèce de trame, en quelque sorte. Et cette trame-là, finalement, elle nous garde en relation, tous les êtres humains que nous sommes, dans une matrice mémorielle, on pourrait l'appeler comme ça, qui nous garde donc dans un processus sans fin de non-évolution. Je dis sans fin, on va espérer qu'il y a une fin. Mais de non-évolution, c'est-à-dire que l'être humain, tant et si longtemps qu'il ne va pas être conscient de ces processus-là, il va constamment répéter les mêmes processus qui le limite dans sa conscience, parce que cette mémoire-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne veut pas voir l'être humain grandir. Elle veut simplement voir l'être humain répéter ce qu'elle connaît, parce que c'est ça qui lui permet de vivre et d'exister. Donc, bien sûr que l'être humain peut évoluer à travers la science, à travers plein de choses, mais d'un point de vue primitif, d'un point de vue
primaire, l'être humain va nourrir un peu toujours ces mêmes émotions-là, en quelque sorte. Et c'est ça un peu que moi, je pense, qui est la prochaine étape, hein, c'est de vraiment accéder à un autre niveau de conscience. Et cet autre niveau de conscience-là, mais évidemment, c'est lorsque moi, je prends conscience que je n'ai pas besoin d'appareils intelligents pour communiquer avec une matrice créée artificielle par l'être humain. Je peux vraiment me connecter avec une source d'intelligence qui me fait comprendre que la vie dans laquelle que j'expérimente présentement, elle n'est pas reliée simplement à moi avec un corps humain physique, mais avec moi, avec un corps de lumière. Et ce corps de lumière me relie à d'autres êtres humains, me relie à la nature, me relie à la terre, me relie au ciel, et me relie à quelque chose de plus grand que moi, qu'on pourrait appeler Dieu, si on veut bien le nommer comme ça. Mais ce Dieu-là, quelque part, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, effectivement, nous amène progressivement à dépasser, à quelque part, notre histoire humaine pour accéder justement à cette capacité de reconnaître qu'on est notre propre Dieu, en quelque sorte, qu'on est cet être de lumière. Et cet être de lumière, lorsqu'on apprend à l'assumer, ben, il nous permet donc d'envisager notre vie sous des regards différents. Et pour moi, c'est ça, quelque part, que je sens qui est l'objectif ultime. Maintenant, cet objectif ultime-là, ben, il faut passer par cette étape-ci. Le transhumanisme, c'est une voie, quelque part, qui va amener certainement certains humains à s'isoler. S'isoler parce qu'ils ne vont plus être capables d'accéder au ciel. Ils ne vont plus être capables d'accéder à cette intelligence avec le grand I. Parce qu'ils vont être prisonniers de l'intelligence artificielle. Ils vont être prisonniers de ce contrôle humain qui va consister simplement à garder l'humain à un certain niveau de conscience. Et tout ça se fait inconsciemment. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a un être humain qui a pensé à tout ça. Je pense vraiment que c'est comme un processus inconscient dans lequel on est tous un peu pris en quelque sorte et qu'évidemment, il y a une évolution à travers ça qui est normale et que l'être humain, à travers les temps, vont apprendre évidemment à s'éveiller de plus en plus à ce niveau-là. Oui, donc Isabelle qui me dit, finalement, rien de vraiment nouveau au fil des siècles dans le fonctionnement humain. Quelque part, on n'a qu'à regarder l'histoire pour comprendre que l'être humain évolue. Bien sûr, il y a des niveaux technologiques, par exemple. Actuellement, on le voit. Hein, ceux qui n'ont pas lu le livre de M. Schwab, La grande réinitialisation, mais également l'autre qui est, ça s'appelle la quatrième... Le pouvoir de la quatrième, je ne me rappelle plus le titre. Mais si vous êtes intéressé, on peut l'avoir gratuitement sur Internet, hein, ces deux livres-là de M. Schwab. Et ces livres intéressants parce qu'ils permettent vraiment de mieux comprendre quelque part cette position du transhumanisme et quel est le regard qu'ils portent, eux, sur cette évolution dans leur tête à eux. C'est une forme d'évolution qui est nécessaire puis qui doit être absolument effectuée pour que l'être humain puisse... mieux vivre hein, dans le long terme. Et évidemment, quelque part, ce n'est pas tout à fait faux. Hein. S'il y a des intentions nobles derrière tout ça, ça peut être effectivement une voie qui peut être acceptable, mais j'ai quand même l'impression, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on observe, que la façon, par exemple, que la crise est gérée, qu'on n'est pas dans une forme de bienveillance avec les êtres humains actuellement, on est vraiment dans une forme de tentative de contrôle par la peur, par l'imposition, etc., qui est très présente. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut observer objectivement actuellement dans la situation qui est présente. Donc, c'était un peu ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi, je pense effectivement que l'être humain a la capacité d'être un être supraconscient. Et cet être supraconscient, à quelque part, il peut se développer, on l'a observé, les neurosciences l'ont démontré, que le cortex frontal se développe lorsqu'on est en train de développer la méditation, les pratiques de la cohérence cardiaque, la pratique de l'enracinement, les démarches intuitives. Tout ça, finalement, contribue à développer le cortex frontal, permet de développer ce qu'on appelle la synchronisation des deux hémisphères cérébraux, qui est très importante. La synchronisation, ça veut dire que mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche communiquent entre eux. Actuellement, ce qu'on vit, comme dans la dualité qu'on vit actuellement, on comprend que la communication entre les deux hémisphères cérébraux ne se fait pas du tout. La raison et l'intuition ne sont pas capables de communiquer entre eux. Hein, il y a des gens qui sont soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ça qui explique la dualité actuellement dans laquelle on est. Et il faut comprendre que les médias, les politiques, etc., n'ont pas contribué d'aucune façon à permettre une vision témoin de la situation, d'arriver
à expliquer pourquoi telle chose est juste, pourquoi telle autre action est juste, etc. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de dire, ben voilà, on a décidé telle chose, on s'est trompé, on a décidé telle autre chose, on s'est trompé, on a décidé telle autre chose, et tout devient un peu comme une situation où on devient, nous, à quelque part, complètement désemparés, parce qu'on ne sait plus comment se comporter, parce que les gouvernements ou les façons collectives, à quelque part, des actions qui sont posées, et ces actions-là sont posées comme si c'était à vue de nez, en disant, nous avons la vérité, c'est comme ça que ça doit être fait, etc. Il y a un manque vraiment de bienveillance véritablement envers la collectivité que j'observe à travers tout cela. Donc, comment peut-on devenir un être humain supérieur? Quand je dis un être humain supérieur, c'est être un être simplement à la hauteur de qui il est véritablement. Ben, vous le savez, je vais vous dire des choses que vous savez peut-être déjà, mais je vais quand même les répéter. La pratique de l'enracinement, à quoi elle sert? Ben, elle nous sert justement à développer cette position de verticalité. La verticalité est essentielle actuellement parce qu'elle me permet, moi, de ne pas être en réaction avec l'extérieur. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis en accord avec moi. Vous voyez la différence? Je suis en accord avec moi. Quelqu'un peut me rentrer dedans, peut me dire des choses. Moi, je vais entendre ce qu'il va me dire, mais je ne vais pas me sentir engagé émotionnellement parlant par le fait qu'il me dise quelque chose. Je vais simplement être capable de lui partager ce que moi je pense, tout en protégeant mes frontières, en protégeant quelque part mon point de vue, tout en reconnaissant que lui peut avoir un autre point de vue que le mien, mais tout en étant capable de le respecter, puis pas être dans une réaction face à lui. Ça, c'est une position de verticalité. Donc, la pratique de l'enracinement peut être une belle façon pour développer justement ce que j'appellerais cette voie nouvelle humaine qu'on cherche tous à développer. Évidemment, la cohérence cardiaque, dont on a déjà parlé dans d'autres conférences, la cohérence cardiaque, effectivement, c'est rien de sorcier, ça provient de pratiques spirituelles de la tradition indienne. Toutes les techniques de pranayama, bon, il y a beaucoup de techniques de respiration qui ont été développées par les traditions indiennes. Et la cohérence cardiaque, ben, elle a pu démontrer que toutes ces pratiques-là avaient un sens parce qu'elles ont pu démontrer que le cœur et le cerveau avaient un lien nerveux qui existait et que par une certaine technique respiratoire, on pouvait favoriser une cohérence entre les deux et que cela, ça permettait à quoi? Mais ça permettait à un être humain d'être détaché. Détaché de quoi? Bien, détaché de lui, de ce qu'il vit, de ce que les autres peuvent vivre, d'être capable de mieux regarder la situation d'une façon objective. C'est ça un peu tout le processus intuitif. Hein? La cohérence cardiaque, elle a mis en évidence les prémices de tout le processus intuitif. C'est-à-dire que plus je suis dans une position de cohérence cardiaque, plus je suis capable de réagir adéquatement aux situations de la vie parce que je ne suis pas dans un état de rigidité. Parce que quand on n'est pas dans un état de cohérence cardiaque, le cœur est tendu. Pourquoi il est tendu? Il est tendu parce que je suis prisonnier de mes croyances, je suis prisonnier de mes émotions, je suis prisonnier de plein de choses qui sont en moi, qui font que quand je rentre dans une situation, je ne vais pas porter un regard témoin et objectif de la situation, je vais porter un regard qui va porter mes peurs, mes angoisses, mes insécurités. Donc, mon cœur va être tendu. Et quand j'arrive à l'étape de cohérence cardiaque, mais mon cœur se détendant, je me retrouve dans une position où je ne suis pas avec plein de préjugés défavorables ou favorables à une situation, je suis dans une position de plus grand témoin. Et c'est ça, quelque part, qui est très intéressant avec la pratique de l'enracinement, la technique de cohérence cardiaque, c'est de développer cette position-là. L'autre élément qui peut être très intéressant, c'est la méditation. La méditation, finalement, à quoi elle est intéressante, c'est qu'elle me permet de pouvoir développer cette position de témoin. C'est-à-dire que dans la méditation, souvent, on va simplement se mettre dans une position de détente et on va simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Cette observation-là fait qu'on apprend à se désidentifier quelque peu. C'est-à-dire qu'on est moins impliqué par rapport à ce qui se passe en soi. On comprend davantage que ce qui se passe en nous, ben, quelque part, ce sont des manifestations. Et que nous, en étant observateurs, ben, on apprend à observer ce qui est là et on est de moins en moins donc engagé par rapport à ce qui se passe en moi. Donc, je suis moins identifié à ça. Donc, j'arrive à être capable d'être détaché envers ce qui se passe en moi et envers ce qui se passe chez les autres. Et de cette façon-là, je peux mieux communiquer aussi. Puis évidemment, toute la notion de la pleine conscience intuitive qui va nous amener donc non seulement être dans une position de témoin, mais dans une position d'interaction avec ce qui se passe en moi et avec ce qui se passe chez une autre personne, pour être capable de ne pas me laisser berner par ce qui est manifesté au départ. Hein? Quand on regarde cette fameuse notion d'ombre et de lumière, on peut se laisser berner par ce qui nous est présenté. Hein? Par exemple, une des caractéristiques qui nous est présentée actuellement, c'est de dire, bien, soit tu es un bon citoyen, soit tu es un mauvais citoyen. Vous voyez? Alors, le mauvais citoyen, qu'est-ce qu'il est? Mais c'est celui qui n'est pas d'accord avec le gouvernement. Alors, vous voyez qu'on tombe dans quelque chose de dangereux. Là. Quand on commence à dire,
quand le gouvernement commence à exprimer qu'il n'y a qu'un point de vue et que tous ceux qui sont contre ce point de vue-là, ben, ils sont quelque part des dangereux citoyens, on commence à tomber dans quelque chose de dangereux. Donc, c'est des mécanismes psychologiques que beaucoup de gens vont adopter. Ils vont dire, ah ben c'est vrai, c'est des méchants citoyens, ils me mettent en danger, etc. Puis on va tomber dans une espèce de situation, comme moi j'appellerais instinctive. On n'est plus du tout dans une position de témoin, on est dans une position primitive, on est dans la peur. Puis parce qu'on est dans la peur, on a peur justement de mourir. Et parce qu'on a peur de mourir, on voit des gens qui contestent des choses que le gouvernement dit, et on dit, ces gens-là veulent me faire mourir. Donc, je vais les tuer. J'exagère en vous le disant comme ça, hein, pour faire comprendre quelque part l'instinct primitif qui est humain, là, qui se manifeste et qui rayonne et qui devient un danger. Et c'est là que la pleine conscience intuitive devient intéressante, d'apprendre à gérer ces charges émotionnelles qui sont en soi, ces éléments instinctifs guerriers qui sont en nous, qu'on a tous en état de nous-mêmes. Et la situation actuellement a créé vraiment comme un genre d'explosion, je dirais, de ça. Pourquoi? Mais parce que d'une certaine façon, c'est ce qui est recherché. Moi, je pense que collectivement, on cherche actuellement à créer un peu la zizanie, puisque cette zizanie-là, finalement, fait que les êtres humains ne sont pas dans une position de collaboration, ils sont dans une position quelque part, sont plus occupés à s'engueuler les uns avec les autres que de se questionner, que de réfléchir. Il y a tellement de confusion dans l'information qui circule que l'être humain, il arrive à ne plus savoir c'est quoi la vérité. Alors, c'est pour ça que c'est important de développer une relation intuitive par rapport à ça, pour être capable de poser un regard. Et quand je dis être intuitif, ça ne veut pas dire j'ai systématiquement la vérité. L'intuition n'est pas avoir accès à une vérité dans le sens humain du terme. C'est plus accéder à quelque part à un point de vue qui est relié à des potentiels. C'est-à-dire que je reconnais que si on va dans telle direction, il y a un potentiel évolutif de tel ordre. Si je vais dans telle autre direction, il y a un potentiel évolutif de tel autre ordre. Je vous donne un exemple par rapport à une relation amoureuse. Une personne peut venir me voir, puis elle peut me dire, bon, je voudrais faire telle chose face à telle personne. Et puis moi, je peux regarder le potentiel de ça, puis lui dire, oui, tu pourrais le faire, c'est vrai, mais moi, ce que je vois, c'est que ça pourrait entraîner telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moi, donc, en tenant compte de ça, je te dirais, si tu veux à tout prix le faire, tu peux le faire, mais sois attentif à telle chose, telle chose, telle chose. Puis si tu vois que les choses se produisent comme je t'en ai parlé, ben, il faudrait que tu réagisses. Alors, vous voyez qu'on n'est pas en train de parler d'une vérité qui nous dit quoi faire, on est en train de parler d'une vérité qui nous rend responsables. Oui, tu peux y aller. Oui, si tu veux aller dans cette direction, vas-y. Mais sois consciente que cette direction-là pourrait t'amener dans des directions moins heureuses et sache que si ces choses-là moins heureuses se manifestent, ben, tu vas pouvoir être conscient et tu vas pouvoir réagir adéquatement. Et c'est ça un peu l'idée du processus intuitif, c'est de chercher justement à amener cette vision, cette compréhension plus importante. Puis, j'aimerais peut-être vous parler aussi donc de deux autres éléments, c'est que l'ombre et la lumière. Donc, dans les techniques, une technique toute simple dans la pratique de la pleine conscience intuitive qui est vraiment une simplicité extrême, qui est vraiment de l'ordre de l'enfant, c'est l'idée de projecteur de lumière. Projecteur de lumière, c'est que je m'enracine, je me relie à mon cœur, et mon projecteur de lumière, lui, va voyager dans mon propre corps ou va voyager dans le corps d'un partenaire. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle met en lumière quelque chose. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on va observer quand on met en lumière quelque chose? C'est qu'on va constater que souvent, la lumière qui va se diriger dans mon corps, elle va mettre en lumière quelque chose qui est en désaccord avec moi. C'est intéressant. Quelque chose qui est en désaccord avec moi. Pourquoi? Cette lumière-là, elle est là pour que je sois unifié avec moi-même, que je sois dans une position d'alignement. Alors, si je ne suis pas dans une position d'alignement parce que je suis en conflit avec moi-même, cette lumière-là va me permettre de reconnaître où se trouvent mes conflits. Donc, ça devient intéressant de reconnaître que cette lumière-là peut être une façon pour moi d'accueillir des zones de conflit et de chercher à mieux comprendre ce que je suis, être plus en paix et en harmonie avec moi. Si je mets cette lumière-là chez un partenaire, c'est la même chose. Cette lumière-là va mettre en lumière les conflits qui existent dans mon partenaire. Alors, ces conflits-là, ils sont inconscients. Ils ne sont pas conscientisés par mon partenaire. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent me voir, puis qui viennent voir des intuitifs. C'est parce que quelque part, l'intuitif est capable de voir des choses que la personne n'est pas capable de voir. Donc, le fait de la mettre en lumière, ce qui est inconscient, ben, lui permet de comprendre des choses qu'elle n'aurait pas comprises autrement. Tout comme dans une collectivité, quand on met de la lumière dans un peuple collectif, ben, on va aussi comprendre quelque part qu'il y a une psychologie chez un individu, mais il y a une psychologie qui prend forme chez une collectivité. Et cette collectivité-là, ça ne veut pas dire que tous les êtres humains qui sont dans la collectivité pensent la même chose, mais il y a une tendance qui est là.
Et c'est ça, quelque part, qu'on cherche à faire dans une démarche intuitive, c'est de chercher à mettre en lumière, finalement, les potentiels qui vont favoriser, donc, un mieux-être, favoriser, donc, une évolution dans moi en tant qu'individu, moi dans ma relation avec d'autres individus, et ainsi de suite. Et c'est ça que je vais chercher, donc, à mettre en lumière dans une démarche de vie. Apprendre la lenteur est aussi très intéressant pour développer la position de témoin et observer. Oui, Marguerite, tu as bien raison. Moi qui n'ai pas quelqu'un de très lent, en général, je suis quelqu'un qui aime que les choses se fassent rapidement, mais tu as totalement raison. Et évidemment, pour revenir sur la lenteur, une belle façon d'expérimenter la lenteur, c'est de pratiquer l'enracinement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nécessite de s'arrêter. Pratiquer la cohérence cardiaque régulièrement, ça nécessite que régulièrement, je m'arrête pour prendre le temps de faire l'exercice de cohérence cardiaque. La méditation, c'est s'arrêter aussi. Faire des pratiques de pleine conscience intuitive, c'est de s'arrêter aussi. Donc, déjà en soi, toutes ces façons de porter de l'attention à l'intérieur de nous-mêmes est une façon, quelque part, de donner de la valeur, je dirais, à notre monde intérieur. Et donner de la valeur à notre monde intérieur, c'est de commencer à reconnaître qu'est-ce qui m'anime. Parce qu'actuellement, la société, qu'est-ce qu'on reçoit comme information? Ce n'est pas quelque chose qui m'anime, on ne nous demande pas de reconnaître ce qui nous anime actuellement. On nous demande de recevoir qu'est-ce qui est émis. C'est-à-dire que les médias, toute la société actuellement essaie de transmettre un message uniforme, en quelque sorte, qui est émis, puis nous, en tant qu'individus, on doit l'accueillir. Si on ne l'accueille pas, ben, quelque part, on est perçu comme étant marginal, comme étant quelqu'un de rebelle, je ne sais quoi. Alors, vous voyez que c'est ça, quelque part, qu'il faut se reconnaître là-dedans, c'est que, bien sûr qu'on est dans une situation, puis on a tous des choix individuels à faire dans la situation actuellement, mais en même temps, je pense que c'est important, donc, de valoriser cette recherche intérieure pour comprendre quelque part que nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité d'apprendre à être à l'écoute de soi, puis à l'écoute de ce qui anime notre être intérieur, puis de cette façon-là, on peut arriver justement à développer une relation plus saine avec soi-même puis avec les autres. Puis on peut apprendre donc justement à être moins dans la réaction avec l'extérieur parce qu'on est capable justement d'avoir une certaine forme de paix intérieure par rapport à ce qui se passe. Et cette paix intérieure nous permet donc de partager avec d'autres êtres humains sans vibrer dans les émotions inutiles qui vont souvent contribuer simplement à vivre des conflits, etc., etc. Moi, j'observe entre autres sur Facebook, ça m'arrive de faire des publicités sur Facebook, des choses comme ça, ou même des fois des commentaires, hein, et des gens qui sont hargneux, vraiment. C'est assez étonnant. Des gens qui vont écrire des commentaires, mais d'une façon agressive et avec un jugement naturel. Ils n'ont aucune idée de ce que je peux faire, puis ils vont lancer des trucs incroyables. Et moi, je me fais un devoir de leur répondre d'une façon très polie, sans aucune allusion d'agressivité ou quoi que ce soit, même si eux ont pu l'être, et de répondre très simplement à leur requête avec une grande politesse. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une personne me réponde en me disant qu'elle me remerciait d'avoir répondu avec autant de bienveillance envers le commentaire négatif qu'elle avait émis. Elle avait pris conscience qu'elle s'était mal comportée et s'en excusait. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant quelquefois. Mais je pense que c'est ça, finalement, c'est que si nous, on commence à vibrer à ce que collectivement, quelque part, hein, on est poussé un peu par le stress de tout ça à réagir d'une façon un peu exagérée par rapport à des situations, mais évidemment, on cultive quelque part quelque chose qui devient de plus en plus tendu, puis on est de moins en moins heureux. Puis finalement, quelle que soit la décision collective qui se passe sur la planète Terre actuellement, on doit se rappeler une chose, c'est que le bonheur est entre nos mains. Et que ce bonheur-là, ben, quelque part, c'est à chacun de nous de le trouver, de trouver les actions requises pour que notre bonheur puisse être trouvé dans la meilleure condition possible, considérant ce qui se passe actuellement. Et ça, je pense qu'on doit se rappeler qu'on le possède, quel que soit ce qui se passe dans la collectivité actuellement. On a donc un rôle à jouer, nous, pour développer notre propre bonheur. Et je pense que j'avais beaucoup aimé le film Demain, j'en parle régulièrement, je pense, je radote peut-être un peu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille parce que c'est un film. Justement, le journaliste qui a fait le film, raconte au début qu'on pourrait parler des choses, de tout ce qui va mal sur la planète Terre, puis lui, il n'a eu qu'une envie, c'est d'aller voir des gens qui avaient trouvé des solutions pour qu'eux soient heureux dans leur propre vie, sachant qu'il y a plein de choses qui vont mal sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'eux avaient trouvé comme solution pour trouver une réponse, pour se sentir en paix et en harmonie avec eux-mêmes. Et je pense, moi, vraiment que ça, c'est une belle façon de cultiver notre bonheur, que de trouver à quelque part une expression juste pour nous-mêmes
qui va nous permettre de nous épanouir. Dans la mesure du possible, j'en suis conscient, ce n'est pas toujours facile. On doit être créatif certainement pour arriver à ça, mais ça vaut certainement la peine d'y penser. Et l'autre élément, c'est le pardon. Le pardon, ben, quelque part, il passe par quoi? Ben, il passe par le fait que moi, en tant qu'être humain, je fais partie d'une société. Cette société-là, quelque part, n'est peut-être pas parfaite et je peux donc apprendre, évidemment, à pardonner à celle-ci. Pardonner à celle-ci ne veut pas dire que je vais adhérer à celle-ci, mais lui pardonner, c'est déjà dans une situation, non pas de supériorité par rapport à elle non plus. Hein. Pardonner, ça veut dire simplement d'accepter, d'accueillir ce qui est. L'être humain, actuellement, a un certain degré de conscience, un certain d'évolution, il y a une certaine façon de répondre à des problématiques. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je peux lui pardonner. Je peux lui pardonner parce que, quelque part, je comprends que pour beaucoup d'êtres humains, les solutions qui sont choisies leur conviennent, et ça, je peux l'accepter, le comprendre. Puis à partir du moment où moi, je pardonne, ben, je ne suis pas en réaction, encore une fois, je suis dans une position de détachement. Et le détachement m'amène à fonder ou à porter mon regard sur une nouvelle façon de concevoir mon histoire, mon humanité. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très important à être conscient de ça. C'est vrai que l'accueil de ce qui nous met dans un état de paix, de recul, de bienveillance, ben c'est sûr que ça contribue, je pense, à développer un mieux-être à ce niveau-là. Mon Dieu, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui, on peut avoir cette pensée-là, mais en même temps, je le dirais vraiment avec bienveillance. Hein, cette notion de pardon n'est pas une action de se dire, ben moi j'ai raison, ils ont tort. Non, le pardon, c'est un pardon qui se manifeste avec mon égard. Parce que si toute cette collectivité-là a un regard qui n'est pas, que je ne partage pas, ben, en leur pardonnant, c'est j'accepte quelque part qu'ils ont peut-être raison, parce que le pardonner à quelqu'un n'implique pas qu'ils ont tort ou ils ont raison. Pardonner, c'est d'accepter simplement, hein, de comprendre, d'accepter quelque part que ces gens-là vivent quelque chose qui ne sont pas d'accord avec moi, puis que moi, je leur pardonne parce que je comprends qu'ils le vivent pour diverses raisons qui leur sont propres, et j'accepte ça. Donc, c'est vraiment cet objectif-là vraiment d'humilité qu'on peut le faire. Et dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a des techniques dans lesquelles, justement, on apprend à reconnaître la nature de l'amour. Tantôt, je voulais parler de la lumière qui cherche à mettre en évidence tout ce qui est en dualité en soi. Bien, une autre technique dans laquelle on apprend à faire la paix avec soi, c'est-à-dire à s'unifier avec soi-même, c'est-à-dire à se connecter avec des énergies dissociées et de les amener dans son cœur. Et on peut le faire avec des êtres humains aussi, ce genre de technique-là. Et c'est une façon, encore une fois, de reconnaître que pour être capable d'amener quelqu'un avec qui on est en conflit dans notre cœur, ça veut dire quelque part qu'on est capable de lui pardonner. On est capable de lui dire qu'on l'aime, même si la personne peut avoir des façons différentes de se regarder, de se voir. On peut lui pardonner. Et le pardon est une belle chose, je pense, qu'on peut également aussi avoir dans notre arsenal, je dirais, pour apprendre dans une position de plus grande paix, de plus grande harmonie par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement, et donc de développer donc un regard plus évolutif, hein, par rapport à nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas dire je suis plus évolué que les autres, je veux simplement moi être évolué. Et être évolué, ben, quelque part, c'est me mettre dans une position où moi, j'apprends simplement à trouver mon chemin, à trouver ma voie. Parce que c'est ça, quelque part, qu'on a tous comme envie. Puis oui, évidemment, dans cette voie-là, ce chemin-là, on se marginalise. Et ça, c'est tout être humain qui s'individualise, doit passer par une forme de marginalisation, parce que quelque part, l'individualisation de chacun nous amène à trouver une voie qui nous est propre, une voie qui nous est personnelle, une voie qui est créative. Ce n'est pas une voie comme tout le monde, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie également de l'évolution. Le pardon est donc un alignement vertical sans position pour ou contre. Oui, totalement, c'est ça exactement. Le pardon, c'est une position, dans l'alignement, quelque part, on est dans une position justement où on accepte les choses. Accepte, ça ne veut pas dire qu'on est en accord. On accepte les choses, on accepte les faits. Les faits. Je vous donne un exemple actuellement. Bon, je suis en France et vous avez le passeport sanitaire. Au Québec, on va l'avoir bientôt. Pour donner des exemples, ben, ces situations sont des faits. À ces faits-là, quelque part, on peut se révolter contre ça, on peut ne plus dormir la nuit, on peut tomber malade, on peut faire plein de choses, hein, en réaction à ça, mais on peut aussi simplement reconnaître que c'est un fait. Le fait est le fait. Donc, on n'a pas besoin de passer 24 heures sur 24 à réfléchir à ça, c'est un fait. À partir du moment que c'est un fait, qu'est-ce que moi, je choisis de faire par rapport à ce fait-là? Pour être en paix avec moi. Parce que ça, l'idée, ce n'est pas de cultiver de la souffrance pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures.
C'est pas intéressant, ça. C'est là qu'on commence à devenir victime de la société. C'est là qu'on commence à devenir victime de la situation de vie dans laquelle on est. Et c'est ça, je pense qu'il faut apprendre vraiment à reconnaître à quelque part que nous, en tant qu'êtres humains, on ne veut plus être une victime. On veut au contraire être libre de cette pression pour être capable de faire nos choix les plus adéquats possibles par rapport à nos propres convictions, quels que soient les choix. Et ça, j'insiste là-dessus. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je suis en train de vous dire, par contre, que vous avez à trouver votre paix intérieure dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et je pense que c'est une loi fondamentale. On est tous confrontés à cette réalité-là. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie donc, de vous partager par rapport à cette notion d'ombre et de lumière. C'est un peu le voyage que j'avais envie de faire avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant qui pourraient toucher d'autres sujets que la conférence. Ça peut être sur la conférence aussi, bien sûr, mais d'autres sujets. Vous savez que des fois, je fais des démonstrations. Donc, s'il y a des gens qui ont des problématiques qu'ils aimeraient que je regarde, ça peut être fait. Sinon, des questions de tout ordre, je suis là pour vous. Sinon, on va arrêter là, tout simplement. C'est comme vous souhaitez. Donc, c'est des questions d'interrogation, vous m'en faites part. Je dirais peut-être pour l'occasion que vous avez peut-être vu qu'il y a 4 enseignements gratuits nouveaux qui sont proposés sur le site thérapieintuitive.com et sylvainbélanger.com. Donc, vous pouvez donc bénéficier de ces 4 enseignements-là gratuits qui sont les présentations de 4 grands thèmes de l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui sont proposés. Et vous avez à la fin un 5e petit message dans lequel on vous fait une proposition d'enseignement si jamais vous êtes intéressé, puisque je relance des enseignements pour la rentrée. Il est possible que je me déplace pour faire des trucs en présentiel, mais présentement, c'est plutôt en ligne pour la simple raison que la situation actuelle ne me permet pas vraiment de trop prendre des décisions claires, nettes et précises. Il faut que je parle avec les gens, que je regarde un peu comment les choses évoluent et tout ça. Mais présentement, ça va se faire donc en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc accéder à ce lien-là sur le site Thérapie Intuitive ou sylvainbélanger.com. Il y aura donc des promotions qui vont être faites jusqu'au 1er octobre. Puis après ça, il y aura des enseignements qui vont être faits en octobre, novembre et décembre, qui vont être un week-end d'introduction qui va être proposé pour la Suisse, pour la France et puis pour le Québec. Et vous allez avoir ensuite des formations qui vont se mettre en place, donc différents types d'enseignements, et vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations sur ce lien-là dont je viens de vous parler. Je trouve malgré tout que cette période est parfaitement propice à cet alignement, puisque jamais, oui, je pense que, je pense que c'est pas pour rien que tout se passe aussi. D'une certaine façon, on pourrait dire ça comme ceci, c'est-à-dire que depuis le début des temps, il y a toujours cette position de conformité de rebelles qui existe depuis le début des temps. Il y a des gens qui sont conformes, qui suivent ce que la société veut. Puis, il y a d'autres gens, quelque part, d'autres endroits, quelque part, ou d'autres individus plutôt, qui vont choisir des voies différentes. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut reconnaître actuellement, c'est que la situation, elle est propice à ce qu'on dise, moi, je me conforme à la société parce que c'est ce que je veux et c'est ce que j'ai besoin et c'est ça qui me rend heureux. Pas de problème. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'ai envie de trouver un chemin. C'est ça l'occasion, hein? C'est une belle occasion de se dire, c'est quoi mon chemin? C'est quoi la route? C'est de quelle façon que moi, je peux exister dans le monde dans lequel je suis pour trouver ma propre voie, ma propre voie d'expression qui va me rendre heureux finalement, qui va me permettre de m'épanouir. Donc ça demande une certaine forme de créativité pour chacun d'entre nous à faire ça. Et je pense que c'est vrai que c'est un moment propice puisqu'on a brisé des habitudes, on a brisé un rythme qui est incessant. Donc ça nous obligeait quelque part de se questionner, à savoir qu'est-ce qu'on voulait vraiment, qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Donc il y a quelque chose de positif, de sain, je pense, qui peut résulter de tout cela. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Excusez-moi, il y a des questions qui viennent de s'ajouter. S'unifier implique d'accepter de se marginaliser. Pour moi, ça a toujours été, mais actuellement, ça va être encore plus difficile actuellement de trouver sa voie. C'est sûr que de trouver sa voie, c'est de déterminer quelque part de se déterminer à quelque part nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire que dans une société dans laquelle on est, on peut se dire, moi, cette société-là me plaît, ou on peut se dire, mais cette société-là me déplaît. Alors, à partir du moment qu'on se dit, mais cette société-là me déplaît, à quelque part, on doit définir, mais qu'est-ce que serait la société qui me plairait? Et ça devient intéressant. Quand on se dit, dans quoi j'aimerais vivre, on est en train de prendre le temps de définir c'est quoi qu'on aurait envie de faire. Hein?
plus on définit un projet clair de ce qu'on nous, on voudrait que notre vie soit, mais plus on apprend à rêver, à croire en ce projet-là, puis à lui donner une forme. Alors, la forme ne sera pas parfaitement en harmonie avec ce qu'on avait en tête au départ, possiblement. C'est un acte de création. Mais ça nous donne l'opportunité d'y croire. Et le défi pour toi, Marie-France, comme pour toute personne qui veut cheminer dans cette direction-là, c'est de développer la foi envers nous-mêmes. Parce que si moi, j'ai décidé de prendre un chemin qui est différent de ce que la société me propose, ça veut donc dire que je suis obligé de me faire confiance et de prendre un chemin qui ne va pas être nécessairement reconnu de tous. Ce n'est pas tout le monde qui va me dire « Ah, ton chemin, c'est super. » Il y a peut-être des gens qui vont me dire « Mais je suis inquiet pour toi. Le chemin que tu es en train de prendre est un chemin que moi, je ne prendrai jamais. Tu es en train de perdre la tête, je ne sais quoi. » Il peut y avoir des réactions comme ça. Donc, ça nécessite d'avoir la foi en soi et une foi qui va nous permettre de se sentir quelque part en contrôle de la situation. Hein, avoir la foi envers notre projet, c'est de se dire « OK, j'ai assez pris le temps de définir mon projet. » pour voir de quelle façon il pourrait prendre forme et le plan de match que je peux identifier pour pouvoir arriver à le réaliser. Et c'est ça, quelque part, qui est le défi, bien sûr, qu'on a tous à faire dans la vie. À partir du moment qu'on reconnaît que la vie telle qu'elle est ne nous convient pas, on doit définir quel serait le chemin, la voie qui serait à prendre pour trouver une voie qui va mieux correspondre, sachant que le monde n'est pas parfait, sachant qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, sachant plein de choses qui sont des contraintes qui nous obligent donc à devoir reconnaître quel serait le chemin le plus adéquat à ce moment-là. Fais-tu des intentions sur le potentiel du monde futur? Oui, bien sûr, c'est un thème qui m'est cher d'ailleurs, mais en fin de compte, une des choses que je propose aussi à travers l'expérimentation que j'en fais, c'est que on pourrait dire, bon, ben, on sait, hein, il y a des gens qui l'ont dit, des maîtres spirituels qui l'ont dit, si tout le monde, par exemple, dans la cohérence cardiaque, ils le disent, hein, si tout le monde pratiquait la cohérence cardiaque, on vivrait un monde transformé. La collectivité humaine serait transformée. Avec des si, on pourrait transformer le monde. Alors, je reviens avec l'idée, justement, de regarder le potentiel futur. Le potentiel futur, c'est que moi, dans une position d'alignement, je peux poser un regard sur mon futur, le potentiel futur d'une collectivité humaine, et je peux très bien dire, ben moi, travaillant sur cette collectivité-là, je vais changer le monde, je vais changer la collectivité humaine. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je vais peut-être contribuer un peu à faire quelque chose. Mais ce qui est le plus vrai, c'est que je vais, moi, apprendre à me positionner par rapport à ce monde-là. C'est-à-dire que plus je travaille sur ce potentiel futur-là, plus moi, j'apprends justement à me libérer d'une certaine façon de l'ancien monde, on va l'appeler comme ça, pour commencer à reconnaître le potentiel futur, le plus expansif, le plus évolutif, de quelle façon que moi, je peux nourrir ce potentiel futur-là, évolutif, dans mon énergie et dans ma conscience. Je tiens à le dire comme ça parce qu'il y a des fois des gens qui vont dire, ah, ben moi, par exemple, quand il y a des guerres qui nous touchent, hein, des guerres qui vont toucher notre collectivité, hein, par exemple, quand il se passe des choses qui peuvent affecter notre vie sur Terre, au Québec ou en France, choses comme ça, souvent il y a des groupes de méditation qui vont prendre forme pour la paix. Parce qu'évidemment, ces gens-là vont être motivés par la peur qu'ils ont. Il faut comprendre, parce que la guerre, il y en a tout le temps dans le monde. Alors, si on décide de faire une méditation de la paix aujourd'hui, c'est parce que quelque part, on a peur pour nous, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est humain. Hein? Et cette paix-là, cette méditation-là qu'on fait pour la paix, mais c'est pour nous sécuriser. Vous voyez? Alors, pourquoi je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire ça parce que je vais avoir un impact sur la paix dans le monde? Peut-être que je vais avoir un peu d'impact, mais certainement que le plus grand impact que je vais avoir, c'est que moi, je vais me sentir plus en paix. Parce que je vais me sentir moins isolé, je vais me sentir moins puissant, etc. Donc, on comprend ici que toute la démarche face au potentiel futur, ben, il nous sert, nous, à avoir un regard sur la vie qui nous permet, nous, de nous positionner par rapport à cette vie-là et de vivre une vie en accord de plus en plus avec ce que nous, on veut que notre vie soit et ce qu'on voudrait que l'humanité aille comme direction. Donc, on devient porteur, on incarne en quelque part notre mission de vie, notre lumière, notre chemin, notre route. Et ça rejoint un petit peu ce que Marie-France racontait, toi, quand on dit « j'arrive plus à trouver ma voie », ben, notre voie, c'est laquelle? C'est celle dans laquelle on incarne notre lumière, on incarne qui on incarne quelque part qu'est-ce que nous, on a envie de mettre au monde sur Terre. Et tout ça, finalement, ça implique, ben, chaque jour, qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce qui m'excite, moi, qui me rend heureux chaque jour? C'est quoi que j'aurais envie de faire qui va me donner le sentiment que j'ai envie de me lever à chaque jour?
C'est ça qui va finalement faire que je vais incarner ma lumière. C'est quand je vais être capable d'être en accord avec les profondeurs de mon être. Et ça, je pense, c'est ça finalement qu'on a tous à identifier en soi pour être capable de le faire. Puis cette idée du potentiel futur, ben, un potentiel reste un potentiel. Donc, nous, on peut travailler sur ce potentiel futur-là pour apprendre, justement, à comprendre, moi, en tant qu'être humain, dans une collectivité dans laquelle je suis, ben, j'ai un rôle à jouer dans cette collectivité-là. Que oui, il y a une tendance que la collectivité peut prendre une direction, mais moi, j'ai un rôle à jouer par rapport à cette collectivité-là. Quel est le rôle qui fait que moi, je peux devenir incarner ma propre lumière pour amener peut-être à influencer une certaine collectivité qui va peut-être effectivement favoriser cette émergence d'un nouveau mouvement, d'un nouvel état de conscience qui va amener une transformation. Je veux dire, vois-tu la vision du chemin du monde futur? On peut le faire pour soi-même, mais aussi pour le collectif. Bien sûr que ça, c'est toute la notion de futur. Mais quand j'en viens avec le mot potentiel, un futur, quelque part, il y a deux grands mouvements. Hein, je vais vous le rappeler. Il y a le mouvement que j'appelle limitatif, qui est basé sur la répétition de l'expérience humaine et qui répète tout simplement ce qui a déjà été vécu. Alors ça, c'est un mouvement limitatif qui, lorsqu'on le regarde, ce mouvement limitatif-là, ben, le potentiel futur de ce mouvement limitatif-là, ben, c'est une usure, on pourrait le concevoir comme ça, prématurer la conscience humaine qui va faire que l'être humain va disparaître à un moment donné parce qu'à long terme, ce processus-là peut n'amener que cela. C'est-à-dire que l'être humain est renfermé sur lui-même, il n'est pas en harmonie avec la vie, il va simplement donc s'épuiser, épuiser tout ce qui est autour de lui aussi, puis il va mourir. Et de l'autre côté, l'aspect expansif de la conscience qui m'amène à reconnaître que l'être humain évolue et que son évolution l'amène à développer une compréhension de la vie qui fait que l'être humain a le désir d'évoluer en accord avec la vie. Alors, dans ces conditions-là, le potentiel évolutif va prendre une autre couleur plus intéressante, où l'être humain va chercher à s'adapter à ce qui a été conçu jusqu'à maintenant pour faire en sorte que la planète Terre devienne un lieu de vie plus harmonieux, parce que justement, l'être humain va faire des changements dans ce sens-là. Alors ça, c'est les deux grandes tendances, pourrait-on dire, des potentiels futurs qui existent. C'est le concept de la fin du monde versus l'évolution de la conscience humaine qui amène un monde meilleur. Alors, ces deux grandes tendances-là, quelque part, c'est l'ombre et la lumière, en quelque sorte, encore une fois. Et évidemment, plus on cherche, nous, en tant qu'être humain, à nourrir la lumière de ce qu'on porte en soi, mais plus on contribue justement à favoriser le potentiel futur que l'on souhaite voir se manifester. Puis évidemment, tout le côté plus primitif qu'on pourrait qualifier lié à la fin du monde, mais il faut comprendre que ça vient de toute la conception de la souffrance humaine qui existe depuis le début des temps. Et cette conception-là, quelque part, est devenue une force autonome qui existe par elle-même. Donc, si nous, on la laisse aller, cette force qui fonctionne par elle-même, on s'en va directement vers le mur. Donc, c'est clair qu'il y a nécessairement en chacun de nous un désir de se prendre en charge qui va amener progressivement cette idée qu'on va pouvoir changer le monde. Et c'est pour ça que cette idée donc de faire ce genre de travail face au potentiel futur, c'est évidemment de chercher à nourrir un potentiel évolutif, mais de nous amener, nous, à devenir effectivement un accompagnateur de cette transformation collective dans le monde humain. C'est ça un petit peu qui est recherché en quelque sorte. Je trouve que cette période redonne concrètement l'opportunité de se redéfinir. Ça, c'est clair, net et précis, de se redéfinir par rapport à ce qu'on a commis, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans notre vie, puisque, évidemment, les périodes de confinement ont beaucoup amené de gens à prendre conscience qu'ils avaient des moins grands désirs, des moins grandes envies de vivre comme ils le faisaient auparavant. Donc, c'est une opportunité de changement de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des changements de vie, je pense, à travers ça. Et c'est intéressant parce que cette redéfinition est intéressante parce que tout ce qui s'est passé à travers cette crise dans laquelle on est encore aussi nous amène à prendre conscience d'une forme d'instabilité, nous amène à prendre conscience quelque part de quelle façon que moi, je peux trouver ma stabilité, parce que ça fait émerger des peurs en chacun de nous. C'est quoi qui va faire que moi, je vais trouver une forme de paix intérieure en moi par rapport à cette vie-là? C'est de trouver des réponses à ces insécurités qui sont en moi. Donc, c'est ça qui va finalement nous amener à trouver une position de verticalité qui va être propre à nous et dans laquelle on va pouvoir incarner notre lumière. Quelle que soit la lumière que l'on cherche à faire, si on veut faire que le monde devienne meilleur, il faut incarner notre lumière selon notre propre capacité à l'incarner.
puis de travailler dans ce sens-là. Et c'est comme ça que tous ensemble, on peut arriver à changer le monde, en fin de compte. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant de terminer. Oui, Marie-France qui dit, ce que je vais retenir ce soir, c'est de nourrir ma propre lumière. Je pense effectivement que c'est un très bon départ que d'avoir en tête cette idée de pouvoir justement nourrir cette lumière-là, parce que cette lumière-là, finalement, qu'est-ce qu'elle est? Ce n'est pas le gouvernement qui dit, hein, qui nourrit ma lumière. Ce n'est pas, quelque part, la collectivité qui nourrit ma lumière, c'est moi. Alors, ça implique que moi, je me taise, je ferme les yeux et je porte de l'attention en moi. Et que cette attention-là me sert à quoi? Mais elle me sert à rendre compte quand dans moi, je vis des choses. Le gouvernement me dit des choses, les journaux médias me disent des choses, Facebook me dit des choses, toutes les conspirationnistes me disent des choses. Bon, plein de monde me dit plein de choses. Là. Mais à un moment donné, il va falloir que je me taise, je ferme les yeux et je porte en moi de l'attention pour découvrir qu'est-ce que moi je vis en moi. Il faut que je prenne soin de moi. Et j'apprenne justement à retrouver cette position d'alignement qui va faire que je vais pouvoir me tenir debout et que je vais pouvoir assumer les choix que je fais parce que je vais être en paix avec moi. Et c'est ça quelque part qu'on doit vraiment être conscient que c'est ça l'objectif qu'on a à définir par rapport à ça. Isabelle qui me dit, quand tu partages tes connaissances, je ressens ton regard bienveillant qui me fait beaucoup de bien. Bien, merci Isabelle. On essaie de faire son possible, tant mieux si cela te fait du bien. Ben oui, j'espère être avoir une certaine forme de bienveillance. Dans une situation comme celle-là, de toute façon, je pense que c'est important d'avoir cette idée de la bienveillance, puisqu'on a constaté que beaucoup de gens l'ont mis au garde-robe, cette bienveillance-là. On a comme développé un regard un peu plus rustre, je dirais, un peu plus violent, quel que soit des deux côtés. Hein, tout le monde est quelque part dans une espèce d'énergie beaucoup plus agressive. Et je pense que c'est là qu'on oublie notre monde intérieur. Notre monde intérieur, c'est le monde justement paisible à l'intérieur de soi, qui fait qu'on n'est pas en train de propulser l'énergie qu'on a en soi vers l'extérieur, mais on la garde en soi pour trouver notre paix et trouver notre alignement et trouver le geste à poser, l'action à poser, la parole à poser pour exprimer ce qu'on a à exprimer sans être dans la confrontation. Et c'est ça, quelque part, que moi, je vous invite à faire, puisque c'est une belle invitation, en fin de compte, ce qui se passe actuellement, pour réinventer notre monde, réinventer qui je suis, pour commencer, plutôt que de réagir constamment à ce qui se passe autour de moi, de quelle façon que je peux mieux exister pour mieux collaborer avec l'être humain que je côtoie, et vice-versa. Et dans cette façon-là, on arrive, nous, à développer donc une nouvelle façon de se concevoir, de se réinventer. Puis je pense que c'est une belle occasion de le faire. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Si il y a des questions d'interrogation ou même des intérêts que vous auriez envie que j'aborde dans les prochains mois, ça pourrait être intéressant, évidemment, que je puisse savoir c'est quoi les thèmes qui vous intéresseraient. Je suis toujours à la recherche de nouveaux thèmes par rapport à des conférences que je vais donner. Bon, Marguerite qui me sort un mot que je ne connais pas, c'est notre striatum qui prend le dessus sur le cortex. Alors, tu vas m'expliquer ce que c'est que le striatum, je ne le connais pas. Je suis vraiment désolé de mon ignorance, ma chère Marguerite, mais c'est ainsi, je ne pourrais pas te dire, le striatum, ça ne me vient pas, qu'est-ce que c'est? Mais bon, tu pourras peut-être me le faire savoir à un moment ou à un autre. Alors, donc, comme vous savez, bon, en septembre prochain, il y aura donc une prochaine conférence qui aura lieu donc une fois par mois, comme je fais habituellement. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous me le faites savoir. Et également, je peux des fois aussi faire des petites questions-réponses. Donc, sur des thèmes je fais ça plus court, c'est 15-20 minutes maximum, et je prends le temps de répondre à des questions qui me sont posées. Donc, s'il y a des intérêts, des questions, vous pouvez le faire. Merci Marguerite, c'est le cerveau primaire, c'est Atom. OK, d'accord, c'est gentil de me le préciser. Merci beaucoup pour votre point de vue, très, très sage, Sylvie Desmarais. Je te remercie, Sylvie. On essaye d'être nuancé dans le monde dans lequel on vit, qui ne l'est pas tellement actuellement, je trouve. Donc, j'essaye de vous proposer une voie plus médiane pour retrouver effectivement notre espace intérieur et non pas dans cette espèce de panique de devoir choisir un camp ou un autre, mais plutôt de trouver une position où on n'a pas à choisir un camp ou un autre, on a simplement à se retrouver dans une position où nous, on trouve notre paix, notre tranquillité. Puis on l'assume, point à la ligne. On n'a pas besoin de commencer à tergiverser avec le monde entier pour ça. Merci à toi, Carmine, aussi. Donc, voilà. Je vous remercie. Les commentaires sont positifs, donc je suis content que vous ayez apprécié ce petit partage que j'avais à faire avec vous. Et on se revoit donc une prochaine fois, au mois de septembre, donc, pour une prochaine conférence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.